Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire 7 en direct. Je suis Nicolas Poux, délégué général de la CPME 31. Vous savez, c'est devenu maintenant un rituel, un rendez-vous régulier de la CPME 31. Nous allons recevoir plus précisément Nadia Pelfig, vice-présidente à la région Occitanie, qui nous fera bien sûr une présentation du plan de soutien de la région Occitanie. Mais avant de débuter, nous allons faire un petit zoom sur des actions de la CPME 31, qui, bien sûr, en cette période, sont assez nombreuses, et plus précisément sur une initiative qui s'appelle Tous Solidaires. Alors, Tous Solidaires, je vais vous montrer le site internet, est une page dédiée au sein de la CPME 31 qui permet aux adhérents de diffuser leurs offres et on va dire leurs offres solidaires auprès des autres entreprises et bien sûr alors, je vais vous retrouver le site de suite. Voilà. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc, Tout Solidaire, une page dédiée aux adhérents CPME 31 qui permet donc aux adhérents de diffuser leurs offres. Voilà, c'est totalement gratuit, bien sûr. Et bien sûr, ce sont des initiatives solidaires de la part de nos adhérents. Donc, les offres sont gratuites et solidaires. N'hésitez pas à vous rendre sur cette page pour profiter de tout ça. Nous avons actuellement plus de 50 offres référencées. L'objectif, encore une fois, c'est de montrer que nos TPE-PME se mobilisent au quotidien pour nos entreprises et par rapport à la situation. Donc, n'hésitez pas à solliciter la CPME, contact@cpme31.fr pour diffuser vos offres. Deuxième initiative CPME 31, vous le savez maintenant, ça fait plus d'un mois, enfin ça va faire un mois que nous sommes confinés. Et donc, nous allons faire un point sur l'action de la commission gaz, mais pas que, des permanents et de l'ensemble des élus. À date, nous avons eu plus de 700 appels entrants auprès de la CPME 31 et auprès de Nadine, que j'en profite pour remercier, qui est toujours très active malgré les contraintes. Nous avons eu bien sûr aussi plus de 2000 personnes accompagnées dans le cadre de nos webinars. Nous avons 5 webinars depuis le début, soit des webinars plus techniques, soit des émissions 7 en direct. Donc c'est une vraie réussite et on vous en remercie. Et vous êtes encore aujourd'hui, nous allons approcher les 500 participants. Plus de 300 visites par jour, aussi 330 visites uniques par jour de notre site internet. Donc, vous le savez, sur notre site internet, vous avez la partie, on va dire, bien sûr, actualité et data sur le Covid-19. Donc, n'hésitez pas encore une fois à visiter, c'est www.cpme31/coronavirus pour voir l'ensemble de l'actualité et des datas disponibles et des dernières informations. C'est mis à jour quotidiennement. Et bien sûr, maintenant, vous avez la page Solidarité qui vous permet de voir l'ensemble des offres solidaires. Je vous en ai parlé, plus de 40 offres solidaires aussi mises en place par la CPME 31 et ses adhérents. Et donc, tout ça, c'est depuis un mois auprès de la CPME 31, mise en place par les élus et par les permanents. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vais faire, avant de donner la parole à notre président Samuel Sett, faire un petit dernier point. La CPME Occitanie a mis en place une enquête. On vous mettra le lien en suivant sur notre site internet, mais bien sûr, vous le verrez en bas sur votre droite dans la partie forum, pour bien sûr nous permettre d'avoir encore une fois de la data et nous permettre d'interagir avec vous au quotidien. Donc cette enquête vous sera communiquée par mail et sur ce lien-là. Président. Merci, bonjour à tous. Si j'ose dire, je suis content de vous revoir et puis merci pour tous les messages que vous envoyez. Quelque chose qui a oublié de dire Nicolas qui est important, c'est que pour diverses raisons techniques, la connexion simultanée est limitée à 500 personnes. Alors de grâce, quand vous inscrivez et que finalement vous ne pouvez pas participer, c'est une place que vous prenez et on est obligé ensuite de les supprimer à la main pour faire un petit peu de la place et donc c'est peut-être une place que l'on prend pour quelqu'un d'autre. Donc quand vous avez la gentillesse de nous rejoindre et si finalement vous avez un empêchement, pensez à envoyer un message pour qu'on puisse vous annuler puisque le nombre total de connectés est par définition limité. Alors, on va pas attendre plus longtemps. Je vais vous dire qu'au long de la mini-mission, on va parler de plusieurs thèmes. Évidemment, on va revenir sur les principaux thèmes relatifs aux aides nationales, aux aides régionales, puisque
Nadia Pelfig est présente. On reviendra sur le chômage partiel, on abordera le PGE, le prêt garanti par l'État, on a un grand nombre de messages avec un certain nombre de questions. Les derniers changements relatifs au délai supplémentaire relatif au chômage partiel, ça Marie-Laure interviendra là-dessus. On a des questions, je vois qu'on commence à recevoir des questions sur des thèmes beaucoup plus précis, notamment à propos des indépendants. Donc, on aura la chance aussi d'avoir Sophie Duprez, qui est la présidente du CPSTI. Le CPSTI, c'est le Conseil à la protection sociale des professionnels et des travailleurs indépendants, par contre, et qui est une élue CPME, ce qui en fait déjà une grande qualité, et qui est présidente du CPSTI national, donc qui a voté pour une aide, cette aide est d'autant plus intéressante qu'elle s'adresse aux indépendants, instituts personnels, et en plus elle ne coûte rien à l'État puisque c'est le fruit des cotisations, donc elle pourra nous expliquer un petit peu tout ça. Et donc ensuite on écoutera alternativement les membres de la commission gaz, le groupe d'action et de soutien, présidé par Martine Labadie. Donc il y aura Marie-Laure Caranta et évidemment Mathieu Wildman qui interviendront. Marie-Laure et Mathieu étant des avocats, mais des avocats honnêtes, je tiens à le préciser. Donc ça c'est important. Et je pense qu'on va commencer directement par rappeler, et oui, je me l'étais noté, je l'ai mis de côté, on fera un bref et rapide retour pour avoir quelques questions et quelques échanges à propos de l'allocution du président de la République hier soir, et notamment sur sa volonté de procéder, à condition qu'un certain nombre de conditions soient remplies, à un déconfinement progressif à partir du 11 mai, en toute état de cause, en s'appuyant sur la réouverture progressive des crèches, des écoles primaires au sens large du terme, des collèges et des lycées. Donc c'est un sujet qui méritera un débat et échange là-dessus. Comme Nicolas l'a dit, on essaie autant que faire se peut de centraliser l'ensemble des demandes par la création de la page sur Tout Solidaire CPM 31. Cette page est également reliée en région, et je pense qu'il est important, si vous avez des choses à proposer ou si vous souhaitez en bénéficier, que vous alliez jeter un œil sur cette page. Voilà, sans attendre plus longtemps, Nadia Pelfig, si tu veux prendre la parole pour nous présenter un petit peu. Alors, un mini chapeau de 10 secondes, vous savez que des aides au national ont été mises en place, notamment sur ces fameux 1 500 €. Je vous rappelle rapidement, en condition que vous ayez une entreprise de moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, que vous fassiez l'objet d'une fermeture administrative en application des arrêtés des 14, 15 et 16 mars, ou bien que votre activité ait subi désormais une baisse de 50%, ça a été rétroactif pour mars, rappelez-vous, c'était 70% au départ, et 50% également pour le mois d'avril. Donc les aides régionales notamment, mais ça, la vice-présidente va nous en parler, entre autres choses, venaient également s'appuyer sur ce dispositif, puisque un deuxième volet a été proposé, mais il y a un certain nombre d'autres actions qui ont été mises en œuvre. Nadia, si tu veux bien t'exprimer sur le sujet. Merci Samuel, je ne sais pas si vous Oui, m'entendez correctement. oui. Oui, très bien. Merci Président, merci Nicolas, merci à vous toutes et tous de votre présence et puis de votre invitation à ce webinaire qui est une vraie bonne trouvaille pour rester connecté tout en observant les consignes de sécurité sanitaire. Permettez-moi d'espérer que pour chacun d'entre vous et vos proches, sur le plan de la santé, tout aille bien, parce que même si les préoccupations sont immenses sur l'aspect économique, la préoccupation première est bien sûr la sécurité sanitaire de tous. Sans plus de temps, vous dire qu'effectivement, nous avons mis en œuvre un certain nombre d'aides qui a été adopté démocratiquement par les élus le vendredi 3 avril. Nous nous sommes réunis en commission permanente dans des modalités un peu inédites, bien évidemment, au regard de la situation, mais nous avons tenu à délibérer sur un certain nombre d'aides. Quelques éléments, 20% des salariés d'Occitanie sont aujourd'hui en chômage partiel, ça s'intensifie, et alors que les secteurs concernés étaient d'abord sur l'hébergement, de la restauration, de la construction, du commerce, des services, notamment l'événementiel très tôt, on voit que les demandes dans l'industrie commencent à augmenter. Il ne vous a pas échappé sûrement l'annonce du grand constructeur aéronautique Airbus qui a baissé d'1 tiers ses cadences semaine passée.
Donc, on voit bien les impacts sur l'ensemble de la chaîne avec un mot, si vous me le permettez, pour la filière de l'IT. Puisque sur les technologies de l'information, dans cette période, souvent, on a une perception un peu faussée selon lesquelles le secteur irait très bien puisque nous faisons de plus en plus d'audio, de conférences à distance. Il n'en est rien, hein. En Occitanie, ce secteur souffre énormément. Son carnet de commandes est très lié à l'industrie aéronautique notamment. Donc, quand il y a une baisse d'activité, il y a une baisse d'activité pour ce secteur pour lequel on craint que la reprise soit plus difficile que pour d'autres. Puisqu'il faudra réapprovisionner les carnets de commandes. Alors, il faut préparer la suite et répondre à l'urgence, c'est-à-dire à ce qui se produit maintenant. Le président Seth l'a abordé concernant le fonds de solidarité exceptionnel, c'est-à-dire une aide de 1 500 € pour les travailleurs non salariés. Nous avons souhaité, au-delà de ce que propose l'État, proposer une aide régionale qui prend en compte la baisse de chiffre d'affaires dès 40%. Je rappelle que l'État l'avait positionné dans un premier temps pour les entreprises qui perdaient 70% ou plus de 70% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce taux a été abaissé par l'État à 50%. Pour la région Occitanie, pour les indépendants, les entreprises de 0 à 10 salariés, nous regardons la baisse à partir de 40%. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Un numéro à retenir pour l'ensemble des aides qui est le 0800 31 31 01. Le 0800 31 31 01. Au bout du fil, vous avez les collaborateurs et les collaboratrices, donc des conseillers économiques de l'Agence de développement économique, ADOC, que parfois vous connaissez. Ils sont en plan de continuité d'activité. Ils sont là pour vous répondre et ils connaissent bien notre territoire. Ils sont issus des différentes maisons de la région départementale et nous fléchons les appels par rapport au lieu de votre entreprise le plus possible et nous essayons de faire du sur-mesure. Au-delà de cette aide, nous avons mis en place un dispositif pour les entreprises en difficulté de plus de 10 salariés. Il existait déjà un dispositif entreprise en difficulté en région. Nous l'avons assoupli pour que, en crise de trésorerie, il puisse y avoir des aides plus importantes, notamment pour les entreprises qui sont sans concours bancaire. Notre base d'intervention, c'est 6 mois de BOFR ou de masse salariale chargée et c'est sous la forme d'une avance remboursable sur 6 ans avec différé de 2 ans. On a également un certain nombre d'aides qui viennent sur des aides de garantie, de renforcement de trésorerie, avec notamment un dispositif qui est le pré-rebond, qui a été beaucoup demandé. C'est l'aide qui a été aujourd'hui, enfin, au moment où je vous parle, la plus mobilisée en région, qui permet de couvrir une partie importante des besoins en trésorerie avec un remboursement sur 7 ans, un différé de 2 ans. On a mis en place aussi plus récemment le passe rebond Occitanie, qui est mis en place pour toute la durée de la crise. Alors, vous connaissiez déjà les passes et les contrats Occitanie. Les passes étaient des aides quasi automatiques jusqu'à 20 000 €. Dans la limite de 50% des dépenses. Dans la limite de 50% des dépenses, tout à fait. Donc, on était sur une assiette de 40 000. Là, tous les passes régionaux voient leur maximum passer de 20 000 à 200 000 €. C'est-à-dire que là où vous connaissiez les 40 000 € de plafond de dépenses pour que nous en prenions 50%, là, on sera à 400 000 pour prendre 200 000 €. Et on peut cumuler ces passes rebonds avec les autres passes. C'est-à-dire que si vous avez déjà obtenu des passes pour l'innovation, pour le développement, pour l'export, parce que vous avez participé à un salon à l'international, vous pouvez néanmoins solliciter ce passe rebond et on le fait en mode attribution directe pour raccourcir les délais, c'est-à-dire qu'on ne le soumet pas à l'Assemblée plénière ou à la commission permanente. La commission permanente du 3 avril a donné une autorisation
à la présidente et à l'exécutif de pouvoir valider les aides pour qu'on aille dans des délais records. Et Pardonne-moi, puis, Nadia, vas-y, excuse-moi, si juste Samuel. pour clarifier, hein, le passe rebond, parce que pour que je comprenne bien, il a le même terme que le passe région, parce que c'est une subvention, on est bien d'accord? Oui, c'est une subvention, c'est-à-dire que comme les passes et les contrats, on avait des dispositifs Pass Occitanie Oui, oui, oui. que vous pouvez mobiliser, Pass Export, Pass Innovation, Pass Numérique. Mmh. Vous savez qu'ils étaient plafonnés à 20 000 € Mmh. d'intervention de la région. Mais c'est bien ces passes-là Qui qui, sont pendant la obligatoires. période de crise Covid, ont leur plafond qui passe à 200 000 € au lieu de 20 000 Mmh. €. Et donc là, on est bien sur des attributions directes en subvention. Parfait. Pour celles et ceux qui sont dans des secteurs agroalimentaires, je ne saurais trop vous conseiller de rejoindre la plateforme régionale Consommer des produits locaux. Donc, on va vous transmettre évidemment l'adresse de la plateforme. Ça vous permet de vous faire enregistrer comme vendeur et ça permet à nos habitants du territoire de pouvoir se fournir chez vous. Ça facilite les circuits courts, mais ça facilite surtout la diffusion de la marchandise. C'est bien pour les citoyens consommateurs et c'est bien pour nos producteurs. Ça fonctionne très, très fort. Ça a très vite décollé et on est en train d'envisager d'étendre la plateforme à autre que des produits frais, puisque pour le moment, on est sur des produits qui relèvent de l'agroalimentaire exclusivement. On met en place également une plateforme, donc appel à toutes les entreprises qui œuvrent dans le secteur de la protection sanitaire, celles et ceux qui produisent des visières, des surblouses, des surchaussures, des gels hydroalcooliques. Vous êtes en grande partie recensés aujourd'hui par ADOC et nous mettons une plateforme en place pour aider nos communautés de communes, nos maires qui seront notamment en charge de protéger leur population à se fournir en produits au niveau local. Vous le savez peut-être, il y a seulement 4 entreprises en France qui sont capables de produire des masques dits FFP2 et des FFP1, dont une en région Occitanie, qui est Paul Boyer. Donc, une partie de notre activité pour permettre la reprise d'activité économique, c'est de consolider et d'aider au développement de la production de matériel de protection qui devra être fourni à l'ensemble de nos salariés. Donc, actuellement, nous travaillons sur l'extension de l'usine de Paul Boyer, qui est aujourd'hui à la Barthe-sur-Lèze, avec une extension que nous ferions au Vernet, pour permettre de passer de la production de 200 000 masques jour à 1 million de masques jour à l'horizon de fin août. Évidemment, par rapport à l'expression du président de la République qui a connaissance du dossier, on est postérieur à la date du 11 mai. C'est extrêmement difficile de monter en capacité de production très vite. Sachant que, et vous conviendrez avec moi de l'ironie de la situation, mais l'achat des machines-outils pour permettre la création d'une nouvelle unité de production, ces machines-outils sont fabriquées, eh ben oui, en Chine, ce qui pose évidemment la question de la souveraineté industrielle de nouveau. Donc, on est en train de voir, il y aurait une seule usine française en capacité de produire une ligne de production pour faire finalement la matière première des masques, ce textile polypropylène. On est censé pouvoir en obtenir une commande mercredi matin, pour tout vous dire. Mais pour cela, il nous faut au préalable recenser les besoins en masques de la région Occitanie pour permettre un débouché à Paul Boyer. Donc, permets-moi, cher Samuel, de faire appel à l'ensemble de vos entreprises adhérentes si elles veulent faire connaître leurs besoins en masques. Elles sont évidemment les bienvenues parce que nous, d'ici demain matin, demain midi pour être précise, on devra comptabiliser la totalité des besoins des entreprises et des services publics de la région Occitanie en masques pour voir quel débouché commercial est prévu pour l'investissement de 23 millions d'euros qui va être effectué pour la mise en place d'une nouvelle ligne de production pour l'usine Paul Boyer qui fournit et produit des masques FFP1 et FFP2, mais également des masques tissus lavables. Un dernier mot pour ces masques tissus lavables pour lesquels
nous sommes en train d'interroger l'État sur les aides qui pourraient être les siennes. Parce que il ne s'agit pas simplement pour les entreprises de distribuer des masques tissus à leurs salariés. Il faut s'assurer du process de lavage. C'est rarement précisé, mais en réalité, ces masques, par exemple, quand ils sont lavés, ne peuvent sécher à l'air libre. Il faut les passer en sèche-linge. Donc, il y a soit recours à des blanchisseries industrielles, soit des vérifications sur la manière dont sont traités ces masques pour qu'ils soient efficients, avec une attention qui est attirée. Nous, on interpelle l'État sur le fait qu'on voudrait des garanties juridiques, notamment pour les dirigeants d'entreprise, qui leur indique que si jamais ils ont distribué des masques tissus lavables et qu'il y a un cas de contamination, la responsabilité juridique ne leur échoue pas. Et donc, on a un certain nombre d'interrogations sur les jurisprudences qui n'existent pas à ce jour, sur la typologie de masques donnés aux différents salariés. Une demande qui semble pour partie avoir été entendue sur les demandes en exonération et non pas report, exonération de charges pour des entreprises, notamment du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie, selon le propos du président de la République, qui reste néanmoins à préciser le propos d'hier soir. Il a parlé pour la première fois d'exonération de charges. Donc, c'était la demande de la région, notamment pour les entreprises qui sont aujourd'hui les plus percutées. Donc, on va attendre un peu pour voir sur comment ça se précise. Et de la même manière, il a été question de résilience, de fraternité, de solidarité et de renaissance industrielle. Nous avons, déjà adopté un plan de relocalisation d'industrie en Occitanie pour préparer la suite. Aujourd'hui, il a abondé de 30 millions de fonds qu'on avait adoptés sur le budget primitif sur les fonds européens. Donc, on a réabondé ces 30 millions, plus 15 millions dédiés à la recherche, notamment sur les recherches en virologie. Donc là, aujourd'hui, on a sélectionné avec l'Agence nationale de recherche 9 projets pour accélérer les recherches en tests sérologiques, en ce qui est appelé tracking, pour pouvoir être plus opérationnel après le 11 mai. Mais évidemment, pour tracer des perspectives à long terme et à moyen terme pour le rebond industriel et la relocalisation économique, il faudra des crédits autrement plus importants et des trajectoires plus clairement exprimées par l'État. Je préfère répondre à vos questions à cette étape-là, s'il y en a, que de continuer. Je pourrais continuer longtemps parce qu'il y en a beaucoup. Je suis très bavarde, tu le sais. Mais je voudrais, pour être plus précise dans les attentes que sont celles de vos adhérents. Merci Nadia. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur la gestion des masques, notamment sur comment centraliser un peu ces attentes. Est-ce qu'il existe un mail ou sur un site ou quelque chose comme ça qui viendrait centraliser un peu l'élément, ou est-ce que finalement nous on peut jouer ce rôle-là, c'est-à-dire essayer de centraliser, ensuite vous le transmettre? Comment tu comptes opérer là-dessus? À quoi vous avez pensé? Et enfin, attente ou demande ne valant pas commande, comment ensuite on va gérer un petit peu les choses? Alors, sur les besoins en masques, pour être très précise, l'entreprise Paul Boyer, qui est donc à la Barre-sur-Lèze, eux, ils sont prêts à investir, c'est un prêt de 23 millions d'euros, contre le fait qu'il y ait des engagements de commande. Nous, on est prêts à les accompagner, le foncier a été trouvé, les lignes de production, on sait où les commander maintenant, pour peu qu'il nous en reste d'ici demain midi, mais il faut assurer ce débouché. Donc, on a eu une réunion avec l'État. Les services de l'État, eux, répertorient les besoins en matière de filière régalienne, c'est-à-dire celle de la santé et celle de la sécurité. Les consulaires doivent interroger notamment les branches professionnelles. Mais nous considérons qu'il faut que chacun puisse répertorier au mieux. Notamment, on sait que dans les branches, l'UEMM national a recensé les besoins des adhérents département par département. Il y a des branches pro qui n'ont pas été en capacité de le faire, et au regard de vos grands nombres d'adhérents, il y en a certains qui sont sûrement
membres de branches professionnelles qui, au niveau plan national, ne sont pas parvenus à cette étape à recenser les besoins. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir servir au niveau local les entreprises qui auraient des besoins forts, sachant que on passerait d'une production de 200 000 jours à 1 million jours. Et nous, il nous faut pouvoir faire de la commande pour à peu près 2 ans. Je sais que pour les entreprises, voire à plus de 3 mois en ce contexte, c'est extrêmement difficile. Pour le moment, je vais vous dire comment on a procédé, c'est-à-dire qu'on a fait simple. On a pris le chiffre de la population active recensée par l'INSEE, 2,5 millions d'actifs en Occitanie. 80% d'entre eux auraient besoin de masques dans leur activité. Ça fait 2 millions de masques jour. Simplement, il y a le sujet des masques lavables, pour lequel une documentation scientifique devrait être remise pour montrer que la perception selon laquelle il serait moins disant serait fausse, mais qu'il y a des exigences. Et sur ces masques lavables, à la condition qu'ils soient aux normes AFNOR, il en existe aux normes AFNOR, mais ce n'est pas le cas de tous, il pourrait être préféré par certaines professions, notamment du commerce et de l'artisanat. Aujourd'hui, le prix de production d'un FFP1, pour que vous l'ayez en tête, ce n'est pas le prix de vente, attention, mais le prix de production FFP1, c'est 30 centimes, un FFP2, c'est 80 centimes, et un tissu, c'est entre 4 à 5 euros, mais avec 30 à 50 utilisations possibles. Donc, vous ayant donné ces informations, moi, je souhaiterais que, oui, ça puisse être vous qui recensiez auprès de vos membres, et juste pour qu'on n'ait pas des doubles comptes, que vous nous disiez, écoutez, nous, là, dans ce secteur, c'est sur la base de tel asset de recensement qu'on estime qu'on arrive à tel ou tel chiffre. Donc là, nous, ce qu'on doit définir, c'est le besoin journalier par entreprise, pour lequel on va solliciter des engagements ensuite pour les grosses entreprises écrits. Carole Delga et moi-même, nous occupons des entreprises de plus de 250. Là, on a commencé à recenser. L'État, donc sur santé via l'ARS et sur sécurité via la préfecture directement. Et les consulaires ensemble, c'est-à-dire Chambre d'agriculture, CMA et CCI au niveau régional, ont élaboré un premier questionnaire. Vous ne l'avez pas reçu. Il a été élaboré vendredi ou jeudi. Non, on ne l'a pas encore reçu. Vous ne l'avez pas encore reçu. OK. Donc ça, c'est une indication importante pour moi. Parce que justement, avec Christophe Lerouge, avec lequel tu as été en contact, Christian Desmoulins également, on considérait que les syndicats patronaux et salariés devaient être destinataires au plus vite de l'information. Ça me saurait tarder. Ça me saurait tarder. Concernant, bon, pour les masques, en fait, alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour rebondir, l'adresse concernant le site pour les produits locaux, c'est solidarité-occitanie-alimentation.fr. Je répète, solidarité-occitanie-alimentation.fr. Dans le même esprit, pourquoi pas, surtout si c'est amené à durer quelques mois, je ne parle pas du confinement, je parle de l'utilisation des masques, je ne prends pas grand risque en disant ça. Pourquoi pas créer une sorte de plateforme, c'est un grand mot, un petit site. C'est exactement, voilà, c'est exactement ce qui est prévu. Pour les masques, pour les masques, mais pas simplement, sur l'ensemble des protections pour les salariés. Par exemple, à destination des communautés de communes, vendredi, nous avons fait partir un courrier indiquant l'ensemble des entreprises qui produisent des gels hydroalcooliques en région. Donc, qui seront recensés également sur la plateforme. Là, pour le moment, nos équipes ont recensé l'ensemble des producteurs sur les EPI et nous le formalisons en plateforme. Nous espérons qu'elle soit active et à destination de tous les acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, d'ici la fin du mois. Et donc fin avril, pour une reprise indiquée comme étant celle du 11 mai. D'accord. J'ai des questions, Nadia, un peu plus concrètes. Si jamais il y a des
y a des choses qui sont trop concrètes, on peut renvoyer sur un site avant toute chose qui recense l'ensemble des aides que tu as détaillées tout à l'heure. C'est sur le site du Oui, conseil régional? oui, c'est sur le site de la région. J'ai également envoyé à Nicolas Poux un visuel qui a été mis en place. Mhm. Sur le site d'Adoc, vous trouvez aussi des informations. Vous trouvez d'ores et déjà d'ailleurs un certain nombre de producteurs de pays qui sont recensés sur le site d'Adoc, l'agence de développement économique. Vous avez déjà un certain nombre d'informations qui sont sur les sites, soit de la région, soit de l'agence de développement économique. Et Mm. puis surtout, n'hésitez pas à utiliser le numéro contact où vous avez les collaborateurs de la région et de l'agence qui vous répondent au 0800 31 31 01. Mm. Ok, juste, alors, j'ai plusieurs questions là. Ça va venir un peu dans tous les sens. Le passe rebond, c'est uniquement pour supérieur à 10 salariés ou pas du tout? Le passe rebond, il reste dans la réglementation des passes, donc on est sur les moins de 50. Moins de C'est ça la 50, règle. c'est ça la Voilà. règle. Moins de 50 salariés. Et c'est valable également pour les entreprises dites unipersonnelles, sans salariés? Pardon? Pour les entreprises qui n'ont pas de salariés? Donc avec des Non, travailleurs, non, non. pour Il les faut avoir passes, au moins un ouais, salarié. pour les passes, il me semble bien que oui, il faut avoir D'accord, un salarié. Vous me d'accord. conspirez si ce n'est pas le cas, mais Ouais, là, je ne crois pas qu'on prenne en compte les micro-entrepreneurs pour les passes. d'accord. Qu'en est-il alors, ça vient de tous les C'est un côtés. salarié minimum, c'est bien Un ça. salarié minimum, ok, très Mm. bien. Euh, on a ici. Oui, alors, encore des questions sur la. Ça, c'est quelque chose qui a. Sur les masques, hein, sur les équipements de protection individuelle, ça, c'est quelque chose qui à mon avis, prospérerait au sens où c'est un gros besoin, surtout si on doit envisager une reprise à partir du 11 mars, je ne sais pas encore comment. 11 mai, oui. 11 mai, oui, j'ai 11 mars, pardon. 11 mai, c'est quelque chose qui va être un peu juste central, puisque une fois de plus encore, parfois on le réduit il y a un risque juridique pour les chefs d'entreprise, mais bien avant le risque juridique, mais enfin là-dessus on a assez communiqué, hein, bien avant le risque juridique, il y a tout simplement la sécurisation de nos collaborateurs, et c'est que sans éléments susceptibles de sécuriser l'activité, il n'y aura pas de possibilité de reprise. Et je n'ai même pas encore abordé la thématique de la reprise rentable. C'est-à-dire c'est la reprise pour la reprise, étant entendu qu'il faudra qu'il y ait une reprise là-dessus très forte. Et l'inquiétude, je pense que tu l'as assez pointé, peut-être si tu peux faire une petite intervention là-dessus. On a une grosse inquiétude, parce qu'un grand nombre de nos adhérents sont des sous-traitants de l'aéronautique, et pas seulement les plus beaux, les plus forts, hein, des rangs 1, des rangs 2, mais parfois même à des rangs qu'on ne nomme même plus. À partir de 3, on n'appelle même plus d'ailleurs des numéros de rang. Et si le Airbus ou si d'autres structures, enfin en l'occurrence Airbus a communiqué sur le fait qu'elle allait baisser sa cadence de production de 30%, ça veut dire qu'à court terme, son chiffre d'affaires, eu égard à sa valeur ajoutée, va baisser de 50 ou de 60. Ça veut donc dire que derrière, on est en droit de penser qu'il y aura une réintégration d'un grand nombre d'actions qui étaient par le passé mises en œuvre par les sous-traitants. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, évidemment, puisque qui dit chute drastique des activités chez les sous-traitants, on sait très bien l'ultra-dépendance, avec un paradoxe, c'est que la première activité en Occitanie, c'est l'agroalimentaire et pas l'aéronautique, mais enfin, on a une En très termes de très forte chiffre dépendance. d'affaires, Ouais. en termes de chiffre d'affaires, ça demeure l'aéronautique qui est très dominant. Donc, en termes d'emploi, tu as raison, l'aéronautique est troisième en termes d'emploi après l'agroalimentaire et le tourisme. Néanmoins, c'est la première filière en termes de chiffre d'affaires et donc, y compris sur la création de valeur directe ou indirecte, l'aéronautique est absolument moteur et on sait bien, tu as raison de le souligner, que l'impact sur tout un nombre d'activités industrielles ou de services à l'industrie, va être extrêmement profond. Tout à l'heure, je signalais la filière de l'IT. Parce que bien souvent, on considère qu'elle n'est pas en difficulté, alors que aujourd'hui, l'IT est en difficulté, que ce soit les grosses entreprises type Atos, CGI,
qui ont déjà du chômage partiel de manière importante, ou les rangs 2 de l'IT, pour le coup, qui sont déjà à 30% de chômage partiel. On sait que quand l'activité d'Airbus baisse, l'activité de sous-traitants, y compris du numérique, baisse. Du coup, évidemment, on s'attend à des impacts forts et qui ne reprendront pas dès lors que le confinement sera terminé. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres filières où peut-être que le déconfinement sera synonyme de reprise lorsque celui-ci sera total, je pense notamment à la restauration, au café, mais pour lesquels il faudra encore attendre après le 11 mai pour reprendre, les clients pourront revenir, si tant est que le pouvoir d'achat de chacun puisse être suffisant. Mais là, on sait qu'on a des filières où les carnets de commandes s'appauvrissent très fortement. Nous, on travaille du coup depuis quelques mois déjà, parce que c'est le sens de l'histoire, sur la question de la diversification de l'activité, notamment de ce secteur aéro. Il devient plus nécessaire que jamais que d'accélérer sur ces voies-là. Et puis, il devient extrêmement nécessaire de voir quels seront les débouchés. Un exemple, mais je crois, Président, que tu es bien placé là-dessus. Comme il y avait un gros besoin dans le numérique, nous avons ouvert un certain nombre de filières de formation ou de diplômes pour nos jeunes dans le milieu professionnel et dans les activités numériques. Évidemment, la crise que nous connaissons actuellement fait que il va y avoir des difficultés, il ne faut pas se leurrer, de débouchés professionnels pour ces jeunes diplômés, puisque il va y avoir des difficultés à maintenir les recrutements tels qu'ils avaient été envisagés. Donc, on doit travailler tout azimut, à la fois comment on fait pour ces jeunes et leur permettre des débouchés ou aider au plus vite les entreprises pour qu'elles puissent de nouveau aller sur du recrutement ou prendre des stagiaires ou conserver des apprentis, et puis leur permettre de re-remplir leur carnet de commandes. Ok, merci Nadia. Concernant, il y a beaucoup de questions techniques. Alors, est-ce qu'il y a également je vous invite à vous rendre sur le site de la région. Moi, j'ai eu l'occasion de le parcourir il y a quelques temps. Il est assez, notamment sur les passes. Donc, j'imagine qu'il va y avoir également les passes rebonds, c'est-à-dire la version Oui. upgradée des choses. Notamment, je vois pas mal de questions. Quelqu'un qui se paye le luxe de poser plusieurs fois la question. Donc, comme il se donne du mal, je vais lire sa question. Une demande de subvention via le nouveau passe rebond. C'est toi, Christophe, dont je parle. Une demande de subvention via le nouveau passe rebond pour un achat d'une machine d'impression numérique pour une imprimerie doit-elle être demandée avant l'achat? Sous quel délai les fonds seront-ils versés? Alors, je crois que c'est avant l'achat, oui. Oui, alors c'est avant l'achat. Ça ne fait pas partie des règlements en région, ça fait partie des règlements tout court, nationaux et européens. Il faut faire la demande avant de dépenser le premier euro, parce qu'autrement, on considérera que l'aide de la région ne vous était pas indispensable et qu'il y aurait un effet d'opportunité, un effet d'aubaine. Et ça, c'est condamné d'un point de vue légal. Donc, il vous faut d'abord introduire la demande, qu'à date, la demande a été introduite avant d'effectuer l'achat, et comme ça, tout se passe mieux. Par ailleurs, quand j'entends machine d'impression 3D, je ne saurais que vous encourager à rejoindre le réseau régional des Fab Labs ou des tiers-lieux si vous exercez dans ce domaine-là, notamment parce que ce réseau a mis en place des actions solidaires, et je sais qu'adhérents de la CPME, vous y êtes sensibles, pour pouvoir produire notamment des visières plastiques à destination de nos soignants, mais également de nos commerçants, commerçantes. Et puisqu'il y a eu, début de semaine dernière, il y avait déjà eu 7000 visières produites en région Occitanie grâce à ce mouvement de solidarité lié aux imprimantes 3D. Une petite précision, lorsque vous demandez les passes, aujourd'hui on sait que votre besoin en trésorerie est important et donc nous versons 50% du montant du pass dès la notification favorable de l'octroi de l'aide. D'accord. 50% est versé à la notification. Et le solde? Le solde à la réalisation des actions. D'accord.
Lorsque vous le sollicitez, ce n'est pas automatique, je rappelle. Envoyer les documents. Mais 50% versés à la notification. Le fait que ça ne passe pas par la commission permanente va réduire sensiblement les délais, j'imagine, Oui. de traitement. On sera entre 3 semaines et 1 mois. D'accord. Maxi. D'accord. Est-ce que la région, donc on a un peu compris l'ensemble des aides, donc il y a la plus connue, si j'ose dire, c'était le deuxième volet qui venait en complément du fonds d'urgence, on est bien d'accord là-dessus. Il y a ensuite une autre aide sur les plus de 10. Il y a ensuite le fait que les passes soient upgradées avec des montants beaucoup plus importants dans une logique d'investissement pour ceux qui considérerait à juste titre, s'ils en ont les possibilités financières, que c'est dans ce genre de difficultés qu'il faut un peu aller à la conquête de sa clientèle au sens très large du terme. On a aussi des questions concernant le tourisme, finalement, qui, ça a été un peu abordé. Tout à l'heure, on a parlé des CHR, des cafés, hôtels et restaurants. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour ce genre de secteur, à défaut d'envisager des aides directes, comment on peut, toi, puisque le tourisme en particulier aussi est une composante importante de la région. Deuxième secteur d'emploi, effectivement. Voilà. Comment tu appréhendes un petit peu les choses? Quel est ton point de vue? Quelle est ton analyse de la situation? Donc là, le travail se fait notamment avec mon collègue Jean-Louis Guillaumont, qui est vice-président en charge du tourisme. Vous savez qu'on a un grand nombre de festivals, notamment qui accueillent du monde. Et Jean-Louis Guillaumont, qui est maire de Marciac, connaît bien la problématique, qui sont interrogés dans leur maintien ou pas. Là, on a déjà prévu un budget important pour promouvoir la destination Occitanie et soutenir sa filière touristique en fonction du déconfinement et des dates. Évidemment, le choix des vacances des Français vont être très différents et le maintien de notre filière et le soutien de notre filière également. Il est fort à parier que s'il y a des confinements, pour autant, les Françaises et les Français, pour des raisons matérielles, chacun souffre de la période dans son pouvoir d'achat, mais également pour des raisons de prévention sanitaire, ils resteront souvent sur le territoire national. L'Occitanie a aujourd'hui, pour l'heure où on se parle, encore la chance d'être assez préservée, ou en tout cas moins touchée qu'autre d'autres territoires en France par le Covid-19, et donc pour être une destination assez prisée de nos concitoyens cet été, à la condition qu'un certain nombre de mesures aient été levées. Vous avez entendu comme moi hier le président de la République indiquer qu'il y avait une cible à mi-juillet pour la réouverture des lieux d'accueil du public. Nous verrons ce qui est possible à ce moment-là. Mais là, nous, on prévoit des moyens importants. La présidente s'y est engagée pour préparer l'avenir et promouvoir la destination Occitanie. Et puis, nous pensons évidemment plus particulièrement aux salariés qui, d'habitude, préparent d'ores et déjà la saison. Et qui se retrouvent dans des situations plus difficiles. Et nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle former plutôt que licencier pour les salariés qui sont en baisse d'activité très très forte, pour leur permettre de se former plus facilement en amont de la saison. On sait qu'on a un besoin d'amélioration, de l'accueil linguistique. C'est probablement pas cette année qu'on va beaucoup éprouver le contact avec les touristes étrangers. Néanmoins, on pense que c'est important de pouvoir maintenir dans le cadre contractuel de l'emploi un plus grand nombre de salariés, et que nous avons mis en place le dispositif former plutôt que licencier. Vous le trouverez sur le site région également. Ok, merci Nadia. Pour préciser cet élément, c'est un système qui permet de prendre en charge l'intégralité des coûts de formation à condition que les employés soient en chômage partiel. Et donc, c'est sur ces temps-là que cette formation est envisagée. C'est ça, peut-être pour vos adhérents, sur la formation pour pour préparer les compétences des entreprises de demain, le numéro de téléphone. Numéro vert également, numéro vert gratuit pour vos membres, c'est le 0800 00 70 70. 0800 00 70 70.
Merci Nadia. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Tu as parlé de beaucoup de choses. On nous demande en question sur l'aide des 2000 euros, elle est conditionnée à l'obtention de l'aide d'État. Je crois que ça a été dit et redit. Je pense qu'il faut. Non, non, pas Non? forcément, parce que l'aide d'État ne prend en compte qu'à partir de Oui, 50% de baisse du hormis le chiffre chiffre. d'affaires, et nous, 40%. D'accord. Mais l'ensemble des autres clauses, des conditions, moins de Oui, 10, 1 mais vous million. pouvez ne pas avoir l'aide d'État et avoir Oui, l'aide de la région, notamment si vous avez une baisse inférieure à 50% exactement. du chiffre d'affaires. Et Exactement. dans certains cas, vous pouvez cumuler évidemment les deux aides. Très bien. Est-ce que la région est informée, donc est-ce que tu es informé des difficultés qu'un grand nombre de nos adhérents ont dans l'obtention des prêts garantis par l'État? Ça ne relève pas des compétences de la région, là n'est pas mon discours, mais juste toi qui as en charge le champ économique, est-ce que tu es informé de ça? Est-ce que finalement pas trop? Quel retour tu as? Ou est-ce que Si, finalement, si, 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 on est effectivement informé, ben, grâce à vous, hein, autant le dire clairement. Les entreprises font remonter, leurs représentants font remonter les informations, et puis nos collaborateurs, nos collaboratrices qui sont en contact quotidien avec la réalité de nos entreprises nous disent notamment la difficulté pour un certain nombre de nos entrepreneurs d'accéder au PGE, au prêt garanti État, parce que des banques le refusent. La présidente Delga a dit lors du dernier comité économique qu'elle co-préside avec le préfet d'Occitanie, sa vigilance à destination du tissu bancaire. Là, à ce jour, on nous avait signalé, parce que moi je peux faire dire les choses très directement, il y avait deux établissements, le Crédit Agricole et la Banque Courtois, qui posaient un certain nombre de difficultés à plusieurs entrepreneurs qui s'étaient adressés à elle. À ce jour, la Banque Courtois a pu modifier l'appréciation d'un certain nombre de ses agences et faciliter l'accès notamment au PGE. J'espère que le Crédit Agricole va donc suivre cette bonne tendance. Il serait important que ce soit fait. Moi, je regrette que ce que je sais, c'est qu'il y a difficulté d'accès au PGE avec des établissements bancaires qui proposent comme alternative à l'entreprise une autorisation de découvert. Moi, je voudrais dire qu'on est tous, c'est bien appelé à la solidarité, mais on doit tous l'être véritablement. On sait très bien qu'un PGE ne rapporte presque rien à la banque, alors que le découvert, qui a adossé un taux de 14%, permet à la banque de facturer des frais importants. Bon, la banque est aussi une entreprise, elle prend des risques, elle doit en prendre, comme le prennent chaque jour nos entrepreneurs qui ont besoin de prêts et de crédits pour faire recommencer l'économie. En 2008, les États n'ont pas été chiches avec les banques. Ils ont été aidés à eux aujourd'hui de jouer le jeu, sachant que la région, l'État, garantissent un certain nombre de prêts à des montants importants et prennent en charge les taux d'intérêt dont ne font pas gratuité les banques. Donc moi, j'aimerais que ça se passe de manière plus vertueuse. Donc oui, on sait qu'il y a des difficultés, de la même manière qu'au-delà du PGE, on sait qu'il y a des banques qui refusent de notifier les refus de prêt c'est aux ça. entreprises, et notamment pour le fonds de solidarité. Vous l'avez levé du Euh, coup. oui, oui, donc la caisse d'épargne, par exemple, a été alertée là, récemment, en disant que ça, c'était pas possible. Nous avons redit avec l'État que ce n'était pas possible de continuer ainsi. Que vos adhérents n'hésitent pas à faire savoir si il était encore le cas de banques qui leur disent qu'ils ne veulent pas notifier les refus de prêt, puisque c'est un document qui leur est demandé par les critères de l'État pour obtenir le fonds de solidarité. Donc, notamment sur le volet dit volet 2, nous, on a proposé de lever cette contrainte de notification et de donner la notification. Bon, avec la présidente Carole Delga, il a été souhaité que l'accès au fonds de solidarité soit le plus simple possible pour nos entreprises. Là, il y a eu l'ouverture du site qui permet de solliciter
le fonds de solidarité, notamment sur le volet régional, le dernier volet, 40 à 50%. N'hésitez pas à aller voir, hein, le site était en test dès vendredi. Il est aujourd'hui pleinement opérationnel avec 50 agents qui sont mobilisés au sein de la région pour pouvoir valider la demande d'aide de fonds de solidarité. Donc, ça sera à partir d'aujourd'hui la phase de test réel de ce que a été modifié dans le comportement des banques ou pas. Et nous adapterons, nos capacités d'instruction à ce que feront monter les entreprises comme difficulté. Merci. Ouais, ça, c'était une question qui revenait souvent. C'est à partir de quand c'est disponible. Donc, clairement, à partir d'aujourd'hui. Juste, je souhaite attirer ton attention sur un point important. C'est que je me suis ouvert également auprès du directeur régional de la Banque de France, Stéphane Latouche. C'est qu'il faisait référence à des statistiques disant qu'il y avait peu de refus. Il faut savoir qu'un grand nombre de refus ont lieu avant instruction. Or, les banques sont tenues de remonter les statistiques après instruction, c'est-à-dire envoie-moi ta demande officiellement, envoie-moi tes pièces et je te dis oui, je te dis non. Et donc, il trouvait 6 000 demandes et pour à peine 400 refus, et dont 300 qui étaient pour des raisons objectives de non-respect des conditions fixées par les textes. En réalité, les remontées que l'on a sont très sensiblement supérieures pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une demande de gré à gré qui peut se faire et dans ce cas-là, les choses sont évacuées de suite. La deuxième, mais je pense que ces choses vont changer parce qu'il y a tellement d'entreprises dans ce cas. La deuxième, que tu connais très bien, on a déjà beaucoup discuté sur ce sujet-là, c'est qu'un grand nombre de nos entreprises c'est françaises en l'occurrence, sont sous-capitalisées, parfois avec des fonds propres, soit des fonds propres négatifs au sens comptable du terme, Oui. soit il y a un capital inférieur soit il y a des fonds propres inférieurs à 50% du capital, ce qui est le cas de 95% des entreprises qui sortent de procédure, par exemple. Je suis bien placé pour en parler. J'étais pendant quelques années au tribunal de commerce et je pense que ces entreprises sont sorties du dispositif alors qu'elles remboursaient sereinement leur semestrialité sans embêter qui que ce soit et par le fait extérieur, surtout dans des difficultés graves. Or, le principe général qui avait été fixé, me semble-t-il, c'était que les entreprises qui soient dans une santé viable avant le 13 mars le soient après, en tout état de cause, la période dite de confinement. Puisqu'après, ça, on est tous sur la même longueur d'onde, on gère au cas par cas, au jour le jour, jusqu'ici tout va bien, et on verra comment on atterrira. Et ça, je pense que c'est un sujet véritable. C'est-à-dire qu'il y a 93% des entreprises en Occitanie qui ont moins de 10 salariés, qui sont avec une valeur ajoutée inférieure de 10 points à la moyenne nationale. Ça veut donc dire que ces entreprises-là, elles ont des charges et un mode de fonctionnement dont l'aide, qui a le mérite d'exister, de 1 500 € ou de 2 000 € n'est pas suffisante pour subvenir à leur survie, si j'ose dire, a fortiori lorsqu'elles sont en croix sur des activités, tous les CHR, mais ce n'est pas seulement. Et donc ça, c'est un point. On n'attend pas que des réponses à super court terme. J'entends que vous, à la région, soyez en capacité d'avoir ces informations-là, ce que l'on fait, de vous remonter, parce que l'expression à la mode, en ce moment, c'est les trous dans la raquette, mais là, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il y a un plus grand nombre d'entreprises qui risquent d'être concernées. Je sais que tu es attentive à ça et je me dois d'attirer ton attention là-dessus. Tout à fait. Bon, on l'a effectivement bien en tête sur ce que tu signalais, c'est-à-dire le décalage entre le pourcentage de refus officiels et le refus réel, c'est-à-dire avant qu'il y ait notification, mais simplement après échange entre l'entrepreneur et son banquier ou son conseiller bancaire usuel. On sait bien ce décalage-là. C'est pour ça que nous, quand on a mis en place le site dès vendredi en journée test et aujourd'hui pleinement ouvert pour que les entrepreneurs puissent solliciter le fonds de solidarité national, on sera en capacité très rapidement de voir quel sera le taux de retour des entreprises qui nous diront non, la banque a refusé de me notifier le refus de prêt. Dès jeudi, on fera un nouveau point avec les représentants des acteurs bancaires et nous considérons la nécessité de lever cette obligation de manière unilatérale par la région ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important que les adhérents de la CPME puissent nous dire ce qu'il en est. C'est important aussi qu'ils puissent s'appuyer pour faire valoir leurs droits auprès notamment du barreau de Toulouse. La région fait une convention
avec les barreaux de Toulouse, de Montpellier, de Nîmes, et pour lequel on finance 50% de la mission de conseil. Et il y a 200 avocats qui sont disponibles lorsqu'on appelle au 0800 31 31 01. Donc, de ne pas hésiter. Moi, je voudrais aussi dire aux entreprises que en ce moment, elles reçoivent des milliers de mails, elles ont beaucoup de démarches à faire, elles sont inquiètes, elles essaient de trouver de quoi protéger leurs salariés pour pouvoir reprendre. Et elles sont parfois aussi l'objet de faux cabinets conseils, d'arnaqueurs ou opportunistes en tout genre, qui leur proposent, contre services rémunérés, de leur permettre d'accéder à connaître un certain nombre d'aides. Je veux leur dire qu'il y a des structures comme la CPME, des institutions comme le conseil régional, qui font ce conseil de manière très efficace, à titre gratuit, dans des process qui sont juridiquement protégés et qui mettent l'entreprise en situation d'être accompagnée et non pas d'être plus vulnérable parce que plus fragile et donc en situation parfois d'être arnaquée, disons-le clairement. Ouais. Donc, vraiment d'être vigilante. Il n'est pas nécessaire, si vous avez les services d'un avocat qui est financé pratiquement par la région, que vous êtes accompagné par la CPME, que vous joignez les numéros disponibles qui dépendent d'institutions comme les numéros de la région, vous n'avez pas à financer du conseil dans 98% des cas. Donc, vraiment, prenez les aides qui vous sont proposées. C'est un contexte exceptionnel. Vous avez besoin d'être aidé. Il n'y a pas à rougir d'être aidé. En temps normal, vous faites votre business, vous développez votre entreprise, vous assumez la responsabilité devant vos salariés. Et nous savons que vous faites ça très bien, avec une dynamique particulière dans la région dans laquelle nous sommes fiers. Mais parce qu'on veut que notre région puisse être dynamique dans les mois qui viennent, que des salariés restent dans l'emploi, que des entrepreneurs puissent continuer leur projet, leur aventure entrepreneuriale, qui est parfois l'aventure d'une vie, surtout, j'espère que vous mettrez tout en œuvre pour pouvoir bénéficier des aides en trésorerie qui vous sont absolument nécessaires. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit écoutez, non, Madame Pelfig, on n'a pas sollicité d'aide parce qu'on pense qu'il y en a qui en auront peut-être plus besoin que nous. Tout ça est à votre honneur que de penser cela, mais les fonds propres font vite, personne ne sait vraiment quand est-ce que ça va reprendre ni comment. Et donc, moi, je vous encourage toutes et tous à solliciter les aides pour lesquelles vous avez droit. Vous ne serez pas plus dépendant de la subvention publique ou des aides publiques que vous n'étiez ou que vous ne faites par choix que de développer votre activité privée, professionnelle. Et c'est bien, simplement vous permettre, dans une situation exceptionnelle, de bénéficier exceptionnellement d'aide. Merci, merci pour ton intervention, Nadia. Merci d'autant plus que on m'avait informé que tu avais un meeting à 11 h et que tu as débordé. C'est gentil comme tout de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à tous ces éléments. Je ne manquerai pas de te transmettre toutes les questions lorsqu'elles arriveront. Et puis, on va essayer d'y répondre à la plupart, puisqu'un grand nombre d'entre elles, d'après ce que je vois, ont des réponses qui sont apportées sur le site. À bientôt, Nadia. Merci encore d'avoir passé Merci du temps beaucoup avec à vous. Merci et bravo pour ce que vous faites. nous. À bientôt. Merci. Ah, bye. Bien, on va écouter aussi. Alors, on a la chance d'avoir Sophie Prez qui est là, qui est la présidente du CPSTI, le Conseil de la protection sociale et des travailleurs indépendants. Alors, qui est de surcroît, pourquoi le cacher, qui est en plus une élue CPME, donc ce qui ne gâche rien à notre plaisir. Sophie, si tu veux t'exprimer un petit peu pour nous expliquer un petit peu l'aide que vous avez votée au CPSTI, cette assurance perte de gain qui peut aller jusqu'à un montant de 1 250 €. Si tu veux bien prendre la parole, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, bonjour, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a de la vue, non? C'est que du son. Oh, c'est que du son. Ok, donc bonjour à tous. Alors en fait, le CPSTI, c'est l'organisme qui remplace notre fameux RSI. Voilà, donc je pense que maintenant, du coup, tout le monde a compris. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, le RSI a été allégé de tous ses salariés. Par contre, l'instance reste toujours des élus et des représentants des indépendants qui œuvrent au quotidien pour demander
des améliorations de la protection sociale des travailleurs indépendants et pour continuer à gérer le fonds des retraites et de la validité d'essai. Donc, le travail que nous demandons est fait par l'URSSAF pour ce qui est cotisation, tout ce qui est financier, par la retraite, la caisse de retraite, la CNAV et les CARSAT pour les retraites et la CPM pour la maladie. Par contre, les décisions partent quand même du CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, quand le confinement a été mis en place le 15 mars, nous avions un bureau le lendemain, le mercredi. Et comme nous sommes des indépendants plutôt réactifs et qu'on a vu que le Fonds d'action sociale de solidarité mis en place par le gouvernement écartait la plupart des commerçants et artisans dans sa première idée, puisqu'il fallait 50% de baisse de chiffre d'affaires, enfin 70%, or en fermant le 15%, tout le monde c'était inatteignable. Bon, on s'est dit que l'État-providence n'existait pas et qu'il fallait qu'on se sauve nous-mêmes ou au moins qu'on apporte un peu d'oxygène par nous-mêmes. Et comme nous avons un fonds de retraite de 17 milliards et que la dernière étude actuarielle disait qu'on avait suffisamment de réserves pour subvenir pendant 60 ans à un retraité qui commence sa retraite tout de suite, c'est-à-dire qu'on peut lui payer sa retraite jusqu'à ce qu'il ait 122 ans, on s'est dit, en plus tout ça, si c'est pour partir dans la caisse de retraite universelle, c'est ça qui est important de préciser. Eh bien oui, non mais attends, il faut absolument qu'on utilise cet argent quand on en a besoin et là, c'était vraiment le moment qu'il fallait utiliser. Donc, en fait, on a demandé à ce qu'une partie de ces réserves soit reversée à ceux qui les ont constituées au prorata de leur cotisation de l'époque et que ce soit versé à tout le monde. Micro-entrepreneurs, commerçants, artisans, tous les gens qui ont cotisé. Alors, les professions libérales ont cotisé en partie, ceux qui étaient à l'ex-RSI, et puis ceux qui sont à la CIPAV, malheureusement, il faut attendre que la CIPAV mette ça en place. Voilà la genèse de l'histoire. Alors du coup, au départ, on pensait, pourquoi tu t'étais penché tu avais œuvré pour que ça soit 2 500 € et pourquoi finalement ce sera au maximum 1 250 €? Alors, en définitive, on a regardé un petit peu nos capacités financières. Nos capacités financières étaient très larges. Donc, moi, j'ai considéré qu'il fallait 4,5 SMIC, comme les salariés. Attends, on est des patrons, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de raison qu'on abreuve nos chers cadres de 4,5 SMIC pendant des mois et des mois et que nous, on est l'obol. Bon, bref, donc on m'a expliqué qu'ils ont fait les calculs, la commission financière, sur 2 500 €, ce qui faisait 1,5 milliard. Donc, c'était complètement réalisable. On pouvait même monter encore au-delà. Donc, on a voté le maximum de ce qui avait été étudié par la commission des finances, 2 500 €. Or, on a la main complètement sur ces cotisations, puisque ce sont nos cotisations, mais elles n'ont pas été ni fiscalisées, ni socialement, ni fiscalement. C'est-à-dire que si on reverse 2 500 € à un indépendant, l'État il va nous faire payer 47% de cotisation sociale sur cette cotise et on va repayer 30% d'hier. Il va rester 900 € sur 2005. Bon, c'est une catastrophe, on est beaucoup trop taxés. Donc, après discussion avec le gouvernement, ils nous ont dit que si, pour vendre ces actions, pour libérer ces 1,5 milliard instantanément, il fallait qu'on vende 500 millions d'obligations françaises et européennes. Ils nous ont dit, on ne veut pas que vous vendiez des obligations françaises et européennes parce qu'avec les tensions sur les marchés, mauvais signal, patati patata. Du coup, on a fait une négociation et du coup, on va verser 1 250, mais complètement net de tout. Donc, finalement, c'est mieux que 2005 chargé, il vaut mieux 1 250 net de tout. Donc, du coup, on a pris la mesure, 1 milliard, et en fait, tout le monde va avoir un virement sur son compte bancaire, sur celui où il paye les cotisations, de 7% de leur revenu 2018. Donc, finalement, financièrement, on s'en sort mieux, tu nous dis? Disons que, oui, parce qu'il y en a un peu marre, on nous donne des sous. Bon, regarde, le fonds de solidarité que vous évoquiez, 1 500 €. Quand ta société, elle touche 1 500 €, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quand le gérant va se prendre de l'argent, sur 1 500 €, il va remettre 750 € de cotisation sociale, il va rester 750, il remet 30% d'hier et va lui rester l'obol, 400 balles. Bon, voilà, je veux dire, c'est la réalité de nos cotisations sociales en France, où c'est pas tenable. Et il ne faut pas confondre l'argent qu'on donne à une entreprise pour l'aider à passer ses étapes, pour payer ses loyers, que celui qu'on donne au chef d'entreprise. Donc, nous, on est allés droit au but, vers celui qui a besoin pour remplir son frigo d'argent frais, et on laisse l'État s'occuper de nos entreprises.
Mais 1 500 €, quand l'entreprise est en découvert, l'indépendant, il n'a même plus rien. Donc, c'est compliqué. Alors, quelles sont les modalités, là, Sophie, pour toucher la caillasse? Eh bien, on ne fait rien, on attend, et on attend qu'on nous demande éventuellement notre RIB. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui payent de façon qui sont prélevées en fait tous les mois ou tous les trimestres de cotisation, puis il y en a qui font des virements eux-mêmes. Et ceux qui font des virements eux-mêmes n'ont pas communiqué leur RIB à l'URSSAF. Du coup, l'URSSAF va leur demander sur quel compte vous voulez qu'on vous verse la somme et vont indiquer leur RIB. Donc, pardonne-moi Sophie, est-ce que tu peux bien préciser qui va y avoir exactement qui va avoir droit, puisque tu as fait une distinction avec CIPAV, et je suis sûr qu'un grand nombre d'entre eux, au vu des premières questions, mais je connais nos amis, un grand nombre d'entre eux ne font pas distinction, CIPAV, pas CIPAV. Voilà, non, mais c'est pas possible, puisqu'en fait, on cotise tous à l'URSSAF, plus ou moins, donc on ne sait même pas après où va l'argent et c'est pour toi. Donc, c'est insupportable. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà être un indépendant au moment du confinement. Première condition. Un indépendant, ça veut dire ne pas être en SAS ni gérant minoritaire. Bon. Ensuite, deuxième condition, il faut que l'entreprise existait en 2018. Donc, malheureusement, les créateurs 2019 et 2020, on va leur proposer une autre solution. En tout cas, pour cette aide-là, il faut être existant en 2018. Et pour savoir si on cotisait ou pas à cette caisse, il faut savoir est-ce qu'on a cotisé au RSI ou pas. Parce que ça, en général, les gens le savent, puisqu'à l'époque, c'était quand même l'URSSAF qui appelait les cotises, mais ils appelaient pour le RSI. Donc, souvent, sur les bordereaux, c'était indiqué. Ceux qui étaient par la CIPAV ou par d'autres caisses, eh bien, normalement, eux, ils doivent aussi le savoir. OK. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous Oui, alors, donc ça, c'est de l'argent frais qui va tomber sur le compte. Bon, il n'y en a jamais assez. Hein. Notamment surtout face à la situation que l'on vit. Surtout voilà. Bon. Donc, on a un autre fonds de 52 millions d'euros. Alors, 52 millions d'euros, c'est de l'argent que nous avons à disposition des cotisants qui ont des difficultés. Par exemple, une inondation, des grèves, un tramway qu'on fait devant la porte, des catastrophes personnelles. Donc, comme nous, on est toujours les petits derniers à pouvoir être accompagnés, on a ce fonds. Donc, ces 52 millions, il suffit de faire une demande, on regarde les dossiers. Nous, nos administrateurs CPME regardent les dossiers de façon anonyme et ensuite, on distribue de l'argent. À l'époque, on pouvait même monter jusqu'à 30 000 € pour un indépendant en difficulté pour le sauver. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de limite. Bon. Si tu prends soin de nous préciser qu'il y a ce fonds-là, ça veut dire que tu considères que le Covid est une condition qui correspond à cette aide-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le gouvernement a mis en place le fonds de solidarité et n'a pas mis les bordereaux en place et n'a pas bien expliqué? Eh bien, tout le monde a cherché sur Internet. Et nous, comme on est assez réactifs, on a instantanément mis en place une aide spéciale Covid pour tous les indépendants avec un formulaire en ligne à envoyer par mail. Du coup, dans les moteurs de recherche, tout le monde a trouvé notre formulaire et on est à plus de 200 000 demandes. D'accord. Donc, on avait dit que c'était ouvert à tous, sauf que comme 200 000 par 52 millions, ça veut dire low ball, on s'est dit c'est plus possible. Donc, on a été obligé de sortir tous ceux qui finalement auront le fonds de solidarité. Du coup, on a fléché ce fonds à ceux qui n'ont pas le fonds de solidarité et on va le reflécher, mais il faut attendre qu'on mette en place pour les créateurs 2019-2020. Est-ce que tu fais une distinction par région? Est-ce qu'on peut penser que la région Occitanie aurait une petite porte d'entrée comme les autres, pas plus, mais certainement pas moins? En fait, c'est une prorata au niveau des indépendants. Donc, je pense que vous avez bien 1 million d'euros facilement en Occitanie. Hein, c'est une région à beaucoup d'indépendants, majoritairement par rapport au régime général d'ailleurs. Donc, vos élus locaux, alors on a délégué au directeur, c'est-à-dire que comme avec le confinement, on ne pouvait pas se réunir, et qu'on voulait aller vite. Hein, c'est les directeurs qui doivent appliquer sur une grille la qualité. On donne plein de critères simples, et le directeur fait un virement directement. Donc, c'est vrai qu'on a dû l'adapter récemment, mais c'est quand même une deuxième couche. Et là, nous, on a la chance d'avoir en Occitanie un grand président, Philippe Barthès, qui s'occupe des choses. On peut prendre contact, attache auprès de lui. La question, c'est le président également de la CPME 81, oui, 81, il va s'agacer si je me trompe, et qui peut être également contacté et voir avec son directeur. Donc, tu dis que le directeur aura à charge de répartir. C'est ça, il distribue. Alors, troisième mesure très importante pour les indépendants, le paiement des cotisations. Bon, on sait que quand on a des salariés, on peut mettre à zéro sa DSN, donc on ne paye pas les cotisations des salariés, il y a un report.
Par contre, pour les indépendants, c'est la cata. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de solder les cotises de l'année d'avant, on paye les cotises futures. Bon, si vous allez sur mon compte, sur Sécu-indépendant, si vous mettez que vous n'allez rien gagner cette année, vous n'aurez plus de cotisation jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Mais si vous avez de l'argent que vous allez gagner, vous en paierez double l'année prochaine. Donc, vous pouvez avoir le choix, vous pouvez diminuer votre prévisionnel de revenus pour en payer moins, ou vous pouvez mixer, mais par contre, vous êtes obligé de mixer sur la totalité de l'année. Vous ne pouvez pas dire, je ne veux pas payer en mai, je veux bien payer en juin. Ou alors, ce que vous faites, vous dites, j'ai 0 de revenus, donc vous avez déjà payé 3 mois, j'ai 0 de revenus, du coup, vous ne paierez pas les futures échéances, et puis peut-être qu'en fin d'année, vous direz, ah, finalement, j'ai gagné 5 000, et là, vous paierez 2005. Donc, c'est hyper important, ça. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir la présidente du CPSTI avec nous. Alors, tu m'en voudras pas de te poser une question. Tu as précisé tout à l'heure justement que les charges étaient calculées sur les années précédentes et tout ça. Est-ce qu'un jour il y aura un système d'autoliquidation avec un paiement au trimestre ou au mois le mois suivant déclaration? Alors, c'est un énorme travail qu'on fait. C'est notre priorité de notre mandat. Donc, heureusement, le Haut Conseil s'est emparé du sujet et puis on espère qu'ils vont retenir cette proposition puisque le Haut Conseil de financement de la protection sociale présidé par M. Libault, c'est quand même lui qui inspire beaucoup les lois et les textes. Donc, on travaille, moi j'y siège. Et c'est vrai que le plus simple pour nous, ce serait de changer l'assiette, c'est-à-dire d'arrêter de parler de résultats, arrêter de parler de rémunération, de brut qu'on déduit, qu'on ne comprend rien du tout. Il faut vraiment qu'on regarde le net qu'on met sur notre compte bancaire et on paye instantanément 47%. Comme ça, au moins, on comprend que c'est cher, on comprend que c'est l'horreur, mais on ne se verse pas une grosse somme en disant paye l'année d'après, parce qu'alors là, on meurt. Ouais, ça, on en avait brièvement parlé, mais je pense que c'est un véritable sujet. Ça, c'est la clarification et savoir ce pourquoi on paie. Alors, c'est peut-être inquiétant pour un grand nombre de nos dirigeants de savoir ce pourquoi on paie. Mais je pense que c'est juste important. Je suis content de t'entendre dire que c'est la priorité de ton mandat. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que pour savoir pourquoi on paie, je crois que tout le monde l'a compris pendant la crise. Alors du coup, j'ai rajouté encore une 4e possibilité d'avoir de l'argent frais. Hein. Il faut que tous les indépendants aillent sur amélie.fr et tous ceux qui ont des enfants de moins de 16 ans peuvent toucher 50% de leurs revenus des 12 derniers mois instantanément. Donc, on a une aide à la garde d'enfants pour les indépendants, sans arrêt de travail, sans rien. Donc, il faut aller sur amélie.fr, mettre arrêt de travail. Vous répondez comme si vous étiez soit salarié, soit employeur, parce que le site n'était pas toujours bien fait. Mais ça, c'est important. Deuxième chose, si vous êtes atteint d'une maladie qui pourrait avoir des conséquences, le Covid pourrait avoir des conséquences. Donc, il y en a toute une liste. Hein. Alors, enceinte de plus de 3 mois, de l'asthme, des problèmes cardiaques, enfin, il faut, sur amélie.fr, vous avez toute une liste. Donc, ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un risque d'avoir la maladie aggravée du Covid, ils peuvent avoir également 50% de leurs revenus précédents sur amélie.fr, sans arrêt de travail, pendant toute la durée du confinement. Donc, attention, par contre, on paye des cotisations sociales sur cette somme l'année prochaine. Donc, attention à ne pas tout dépenser. Mettez-en un peu de côté. Donc, ça, c'est important de le dire aussi. L'ensemble de ces éléments-là, Nicolas va venir vers toi, notre DG, pour pouvoir les centraliser et les mettre sur la page cpme31.fr/Covid. Ouais, voilà, exactement. Oui. Donc, on viendra les récupérer. Si elles sont sur le site, encore mieux. Et si jamais tu as des documents à nous transférer, n'est-ce pas, Nicolas, tu es OK, tu récupéreras ça? Oui, je m'en occupe. Bon, super. Merci Sophie, tu voulais rajouter quelque chose peut-être écoute, non, on est en train de continuer à œuvrer, mais c'est vrai qu'il faut communiquer. Bravo à ce que vous faites parce que voilà, il faut apporter des solutions concrètes. Merci à toi, ce que tu as mis en œuvre, ce que tu as apporté au national justement pour cette subvention. Enfin, subvention, non, pas subvention, c'est du pognon qu'on a cotisé, c'est notre pognon. C'est du pognon, c'est ça. Exactement. Ça pour une fois. Merci de nous avoir consacré du temps, Sophie. À très bientôt. Au revoir. Salut. 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 Alors, je vois, il y a plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps. Je vois qu'il y a, on parle des chômages partiels, des choses comme ça. J'aimerais qu'on puisse écouter, on va commencer peut-être par Marie-Laure. Marie-Laure, dans un premier temps, elle va nous faire, si elle veut bien, un petit point sur la situation, notamment du chômage partiel, et puis peut-être commenter sur les fameux délais. Alors, au départ, on avait 30 jours rétroactifs. Désormais, on a jusqu'à la fin du mois pour être toujours rétroactif jusqu'au 15 ou 13 mars, je ne sais pas la date qui est retenue. Donc ça, Marie-Laure, tu nous fera un petit point là-dessus. On pourra écouter ensuite Martine qui nous fera un petit point général
sur le prêt garanti par l'État, enfin l'ensemble des retours qu'elle a, en grosso modo, les principales questions qui sont posées par nos adhérents. Et ça sera pas mal d'écouter aussi Mathieu Widman, Maître Widman, comme Maître Caranta, bien sûr, Mathieu nous dira un petit peu ce qui se passe pour le tribunal de commerce, même si pour l'instant il se passe peut-être pas autant que ce qu'on voudrait, voir dans quelle mesure des actions de conciliation, des mandats ad hoc ou des choses comme ça pourraient être mises en œuvre. Et peut-être Mathieu nous dire en quelques phrases tout à l'heure qu'est-ce qu'un mandat ad hoc, qu'est-ce qu'une conciliation qui permettrait, c'est quelque chose qui permettrait, avant que la situation soit critique, de pouvoir arrondir un petit peu les angles. Voilà un petit peu l'ordre que je vous propose de suivre. Marie-Laure, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour Samuel, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bon, formidable. Alors, très rapidement, un petit point sur le chômage partiel. Depuis notre dernier webinaire qui a eu lieu fin mars, eh bien, l'État est beaucoup intervenu sur le domaine du chômage partiel puisque nous avons eu pas moins de 3 textes législatifs. Tout d'abord, un décret du 25 mars relatif à l'activité partielle. Ensuite, une ordonnance du 27 mars, toujours relative à l'activité partielle. Et enfin, un arrêté du 31 mars. Donc, on voit qu'effectivement, le législateur s'est beaucoup emparé de cet outil. Il faut savoir, cela a encore été rappelé hier, que 8 millions de salariés sont actuellement placés en chômage partiel. Alors, que nous apportent ces textes? Sur le décret du 25 mars, tout d'abord, il a formalisé véritablement la très grosse prise en charge par l'État de l'allocation d'activité partielle, puisque pour mémoire, avant, on était sur une allocation forfaitaire qui était de 7,74 € de l'heure. Maintenant, c'est très clair. L'État rembourse donc l'indemnité d'activité partielle qui est de 70% de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le SMIC, avec un minimum puisque le taux horaire ne pourra pas être inférieur à 8,03 € de l'heure, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à part pour les très grosses rémunérations au-delà de 4,5 fois le SMIC, l'État prend en charge la totalité des salaires des salariés dont ils vont être placés en chômage partiel. Donc, ça, c'est quand même une vraie bonne nouvelle pour les entrepreneurs que nous sommes. Ensuite, tu évoquais, Samuel, effectivement, les délais pour formuler la demande de chômage partiel. Alors là aussi, un petit rappel rapide. Avant la crise du Covid-19, eh bien, il fallait faire une demande de chômage partiel préalablement à la mise en place des salariés en chômage partiel. Avec la crise du Covid, le décret donc, du 25 mars avait prévu effectivement un délai de 30 jours rétroactif. C'est-à-dire qu'on pouvait placer ces salariés en chômage partiel. On avait quand même 30 jours pour faire la demande. Nous venons d'avoir un nouvel assouplissement. Alors, ça peut passer inaperçu dans la période actuelle où on a une prolifération des textes législatifs, mais je vous renvoie à un document qui est établi par le ministère du Travail qui s'appelle « Dispositif exceptionnel d'activité partielle, précision sur les évolutions procédurales et questions-réponses ». Ce document, il est très intéressant, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions, il est assez pratique et il est mis à jour très régulièrement. La dernière mise à jour est intervenue le 10 avril, très récemment. Et effectivement, dans ces ajouts du 10 avril, on voit que le délai pour faire les demandes d'autorisation d'activité partielle est prorogé jusqu'au 30 avril. Donc, ça veut dire qu'on n'est même plus tenu par ce fameux délai de 30 jours qui avait été institué par le décret du 25 mars. Désormais, les entreprises pourront jusqu'au 30 avril 2020 faire leur demande de chômage partiel. Donc, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, rassurez-vous, vous avez encore donc une date jusqu'au 30 avril. Que vous dire d'autre? Pardon Marie-Laure, excuse-moi, juste un commentaire. Est-ce que ça ne vient pas consacrer le fait que les serveurs de la Directe sont encore surchargés? Mais bien évidemment. Alors, je vous lis la phrase, hein, c'est assez intéressant. Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles que nous traversons, ces demandes d'autorisation d'activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu'au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d'activité partielle pourra être déposée par une entreprise avant la fin du mois d'avril, sans que le délai de 30 jours ne lui soit opposable. Donc, très clairement, oui, les serveurs sont complètement surchargés. Je rappelle qu'effectivement, la Directe dispose également à présent d'un délai de 2 jours pour autoriser la demande de chômage partiel et qu'à défaut de réponse dans les 2 jours, c'est une autorisation tacite, alors qu'avant, on était sur un délai de 15 jours. Donc, bien évidemment, vous vous doutez qu'avec tout l'afflux de demandes, encore une fois, 8 millions de salariés en chômage partiel, c'est du jamais vu. La Directe n'a pas le temps matériel de traiter les dossiers, donc il y a beaucoup d'acceptations tacites.
même si on reçoit quand même après le mail avec les codes d'accès, notamment pour permettre de formuler les demandes de remboursement, bien évidemment. Donc, ils répondent, mais ils sont trop surchargés pour répondre dans le délai de 2 jours. Donc, passé le délai de 2 jours, vous avez une autorisation tacite. À ma connaissance, à ce jour, il y a très peu de refus. Les refus sont vraiment dans des cas très rares. Par contre, encore une fois, j'insiste, il y aura des contrôles a posteriori. Donc, je conseille vraiment à tous les adhérents de bien monter leur dossier, leur argumentaire et de bien pouvoir démontrer quelles sont les heures chômées par les salariés. Parce que, encore une fois, l'administration du travail sera très vigilante sur les cas de fraude. Est-ce que tu peux préciser, il y a pas mal de questions là-dessus concernant la prise en charge, donc 70% du brut, au-delà du SMIC et en dessous de 4,5 SMIC. On me dit, oui, mais qu'en est-il des 16%? Alors, je pense qu'il est important de rappeler que quand les collaborateurs sont en chômage partiel, donc ils n'exercent pas d'activité, le contrat est entre guillemets suspendu, mais tu vas me corriger, bien qu'il génère des congés payés, et ces 16% ne lui sont pas payés, justement. C'est ça qui est important. Absolument. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, l'obligation de l'employeur, c'est d'assurer le paiement de 70% de la rémunération horaire brute du salarié pour toutes les heures de chômage partiel. C'est un minimum. Il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que si vous souhaitez, vous, en tant qu'employeur, et certaines entreprises le font, garantir davantage à vos salariés les 70% du brut, étant précisé que 70% du brut, ça représente à peu près 84% du net pour vos salariés. Vous pouvez parfaitement le faire, soit parce qu'un accord collectif va vous l'imposer, accord collectif de branche ou d'entreprise, et il y a certaines conventions collectives qui prévoient une indemnisation majorée. Je pense notamment à la convention collective Syntec des bureaux d'études techniques qui prévoit une indemnisation plus importante, soit par décision unilatérale. Vous pouvez parfaitement le faire, c'est possible si votre trésorerie le permet, ce sera bien sûr une mesure appréciée par les salariés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une interrogation également sur le régime social de cette indemnité. C'est-à-dire que ce qu'on savait, c'est que les 70% que l'on versait étaient exonérés de cotisations sociales et soumis à CSG-CRDS. Par contre, on ne savait pas, il y avait une incertitude sur la part complémentaire. Si l'employeur décidait de maintenir au-delà des 70%, quid du statut social? Et bien là, les textes nous ont répondu, le régime est aligné sur le régime 70%, donc pas de cotisation sociale que de la CSG. D'accord. Ok, Marie-Laure, tu veux rajouter d'autres éléments? Non, si ce n'est effectivement… L'inquiétude, pardonne-moi de te couper juste pour que tu apportes une réponse. Justement, il y a une forte inquiétude, on a un grand nombre de messages qui viennent et qui nous disent, pas seulement aujourd'hui, en règle générale, et qui disent que, alors que le chômage partiel était là pour, sinon rassurer, en tout cas faire face à des difficultés d'une rare gravité, le fait de craindre ou de potentiellement subir un contrôle a posteriori, dans un pays où il ne suffit pas d'être honnête pour ne rien risquer, eu égard au grand nombre de normes et de textes et de règlements. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'en quelques secondes, là comme ça, fixer les principaux fondamentaux, rappeler aussi une chose importante, peut-être, je pense, qui est la moindre des choses, mais qui est important de rappeler, qui est que quand les gens ils sont au chômage, ils ne sont pas en télétravail. Télétravail, c'est comme du travail. Donc, alors, tout à fait, Samuel, tu as raison de le rappeler. D'ailleurs, dans le fameux document là, que j'évoquais, les précisions sur le dispositif exceptionnel d'activité partielle publié par le ministère, il y a eu beaucoup d'angoisse la semaine dernière parce qu'il était fait référence justement dans les différents exemples au cas des salariés qui étaient en télétravail. Et le ministère disait dans ce document ne peut pas cumuler télétravail et chômage partiel. Et donc là, on a eu beaucoup d'interrogations de la part de nos clients qui nous ont dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que moi, j'ai des salariés qui sont en télétravail pour quelques heures et pour le reste en chômage partiel. Est-ce que ça veut dire que je suis en fraude? Parce que les sanctions de la fraude sont très importantes. Alors là, il faut être très clair. Si votre entreprise a totalement cessé son activité et vous avez demandé une prise en charge totale à 100%, donc des heures de vos salariés, bien évidemment, ils ne peuvent absolument pas travailler. Si vous les faites travailler en télétravail, c'est une fraude et vous vous exposez à des sanctions importantes. Par contre, beaucoup d'entreprises n'ont pas cessé complètement leur activité, mais ont fait une réduction d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, les salariés travaillent 30% de leur temps et pour 70% du reste sont en chômage partiel. Alors, la difficulté, effectivement, ça va être, en cas de contrôle a posteriori, de pouvoir apporter la preuve du fait que vous avez respecté vos engagements, qu'ils n'ont bien travaillé qu'à hauteur de 30%. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir là? Eh bien, moi, ce que je conseille, c'est de faire une petite note de service que vous allez adresser à chacun de vos salariés individuellement par mail.
pour leur rappeler qu'à compter de telle date, l'entreprise est en chômage partiel, que concrètement pour eux, au niveau de leur service, ça va impliquer une réduction du temps de travail à hauteur de 30%, et vous leur fixez, alors 2 options, soit vous leur fixez leurs horaires de travail en télétravail, en leur disant voilà, vous travaillez par exemple le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, de telle heure à telle heure. Et bon, ça au moins c'est clair, c'est formalisé, et moi je conseille en plus de demander aux salariés chaque semaine de vous communiquer par mail un décompte de leurs heures travaillées signé et qui sera validé par la direction. Et vous gardez précieusement tous ces documents de manière, en cas de contrôle a posteriori, à pouvoir rapporter la preuve donc, de la réalité des heures chômées et des heures travaillées. Ça me paraît vraiment essentiel et j'invite vraiment toutes les entreprises à le faire. Ok, merci Marie-Laure. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je vous souhaite à tous bon courage dans cette période. N'hésitez pas à nous solliciter. La commission GALS est là pour vous aider. On a beaucoup de questions et voilà, on aura vraiment plaisir à vous aider en cette période extrêmement difficile où la solidarité doit être le maître mot. Merci Marie-Laure. Le point d'entrée principal du groupe d'action et de soutien, c'est finalement le numéro de la CPME 31 ou c'est le site internet? Il y a plusieurs entrées, c'est bien ça? Alors, il y a deux moyens, c'est soit contact@cpme31.fr, soit bien sûr le numéro de téléphone 05 62 26 75 13. Et Nadine répondra directement. Dispatch auprès de Martine et bien sûr en fonction de la question, soit auprès de Marie-Laure pour tout ce qui est chômage partiel, ou bien sûr Mathieu, ou bien sûr l'ensemble des membres de la commission. Merci Nicolas. Martine, si tu veux prendre la parole, si tu viens prendre la parole pour nous faire un petit point général des principales interrogations et des principaux problèmes rencontrés lorsque tu es en contact. Mathieu, en attendant, le temps que Martine trouve le bouton dessus. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, voilà. Vas-y Martine. Je vois que tu n'as pas changé. Tout va bien. Bonjour à tous. Alors, les principales demandes de la semaine dernière, c'est surtout 3 choses. Bon, ce fameux chômage partiel qui inquiète encore beaucoup de nos adhérents. Sur plusieurs, alors soit des questions très techniques et très pointues, qui effectivement je reflèche vers Marie-Laure ou les autres avocats en droit social qui font partie de notre commission, mais aussi il y a encore des difficultés pour pouvoir s'inscrire sur le site, notamment pour les multi-établissements, parce que ça ne marche pas toujours et il y a encore quelques adhérents qui ne sont pas arrivés à recevoir leur code parce qu'ils avaient plusieurs établissements, parfois dans plusieurs départements différents, et donc ça ne marche pas. Et la directe ne sait pas trop les aider sur ça. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et puis après, beaucoup de questions sur le chômage partiel, sur quand est-ce que je vais être remboursée, et puis des questions plus techniques. Donc ça, c'est vraiment un des sujets principaux des demandes de nos adhérents. La deuxième chose, ce sont les prêts garantis par l'État. Donc, c'était intéressant, les petites précisions de Nadia Pelfig sur les banques et les établissements bancaires qui se faisaient un peu tirer l'oreille et qui n'étaient pas très coopératifs parfois. Donc, on a des adhérents, effectivement, qui ont eu des difficultés. Certains que j'ai poussés à se diriger vers la Banque de France pour avoir la médiation de la banque sur le traitement ou le refus qu'ils avaient eu de leur établissement bancaire. Et puis la dernière chose surtout, c'est nos adhérents, ils ont un peu de mal à s'y retrouver dans toute. Bon, c'est super parce qu'il y a beaucoup d'aides possibles et beaucoup de choses qu'on peut demander à l'État ou autre. Par contre, maintenant, nos adhérents, ils ont du mal à se retrouver dans toutes ces aides, savoir quelle est l'aide à laquelle ils ont droit, celle à laquelle ils n'ont pas droit, comment il faut faire. Bon, sur notre site, ils ont tous les liens pour pouvoir remplir leur demande, mais ils ont du mal à s'y retrouver et savoir à quoi ils ont droit surtout. Donc peut-être qu'il va falloir faire un petit tableau, proposer un tableau de récap de toutes les aides possibles avec les particularités, les conditions et les modalités d'obtention de ces aides. Parce que voilà, maintenant, c'est ça un peu la difficulté aussi. D'accord.
Donc, on a encore beaucoup de demandes de nos adhérents et on essaie. Alors, soyez indulgents si on ne vous répond pas dans la demi-journée qui suit, mais on essaie de répondre à minima dans les 24 heures. D'accord. Ok. Tu veux rajouter d'autres choses, Martine? C'est surtout ça, toutes les demandes qu'on a eues la semaine dernière, c'était ça. Bon, on commence à avoir quelques entreprises qui ont des difficultés, mais ça, je pense que ça. Ouais. Ce sera pour les jours à venir, malheureusement. Bon. Oui, Samuel, rappelez juste que c'est près de 300 demandes qui ont été instruites Ouais, par la commission et que le conseil d'administration de la CPME a décidé d'étendre aussi cette commission aux non-adhérents parce que l'objectif, c'est d'être solidaire. On t'entend pas, Nicolas. Oui, et l'objectif aussi, et le conseil d'administration a décidé d'ouvrir aussi cette commission aux non-adhérents. Donc, c'est vrai qu'on traite une masse importante de demandes. Et donc, soyez indulgents par rapport à ça. N'hésitez pas à nous relancer. Mais la commission est active. Et encore une fois, c'est près de 300 demandes qui ont été instruites en un mois. Donc, n'hésitez pas. Bon. C'est ça. Ok, merci Martine. Merci. Mathieu, merci à toi. Tu vas retrouver le bouton pour couper le micro? Je vais le retrouver. C'est Mathieu, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Bon, Président, pour ce qui est du… Alors, avant le tribunal de commerce et les mandats ad hoc conciliation, je souhaitais vous rappeler, parce qu'elle est passée peut-être un peu vite, Nadia Pelfi, sur effectivement le dispositif qui a été mis en place au niveau de la région, vous permettant d'avoir accès à des avocats, donc un peu comme on fait à la CPME, c'est-à-dire une heure de rendez-vous téléphonique gratuite. Et après, si ça nécessite d'aller un peu plus loin, vous avez l'appui de la région. Les honoraires des avocats sont limités, le taux horaire est limité à 150 € de l'heure de mémoire. Et donc voilà, donc ça fonctionne l'aide de mission et une partie est prise en charge par la région. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse sur ce dispositif, mais ça peut être intéressant pour certains de nos adhérents. Bien évidemment, l'idée, c'est d'aider dans cette période qui est extrêmement compliquée pour tout le monde. Et donc l'ordre des avocats fait le nécessaire, mais également, j'imagine, l'ordre des experts comptables également. Je ferme la parenthèse sur ce point-là. Concernant le tribunal de commerce de Toulouse, il faut savoir que chaque tribunal de commerce fait en fonction de sa taille, des décisions de son président, etc. Il faut savoir qu'il y a des juridictions qui sont complètement fermées, des juridictions qui avancent un petit peu, des juridictions en visioconférence, etc. C'est le cas des gros TC, comme le tribunal de commerce de Bobigny, par exemple, où on peut plaider en visioconférence, on peut avancer beaucoup de choses. Pour ce qui est du tribunal de commerce de Toulouse, c'est un peu statu quo, c'est-à-dire que toutes les audiences sont suspendues, sauf réelle-urgence, qui serait constatée. Donc, c'est bien évidemment pas recouvrir une somme de 10 000 €, vous le comprenez bien, puisque là, on met en place une procédure de référé d'heure à heure pour être envisagée pour certains dossiers. À ce jour, à ma connaissance, il n'y en a pas. Concernant les demandes de redressement et liquidation judiciaire, à ce jour, c'est un peu fermé. Il faut savoir que le tribunal a rouvert un petit peu il y a une dizaine de jours pour les dossiers qui avaient été déposés avant le début du confinement, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 13. J'ai eu le cas d'avoir un mail du greffe justement à ce sujet pour, si je me remettais à mes écritures, ça veut dire que la décision a été prise sans avocat, sans consultation physique, et un jugement a été rendu pour ouvrir des procédures soit de redressement, soit de liquidation, soit de sauvegarde. Mais concernant les nouvelles ouvertures, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue. Il faut savoir que dans d'autres tribunaux, c'est le cas. Vous avez par exemple le tribunal de Bayonne où 150 procédures de redressement et liquidation judiciaire ont été ouvertes la semaine dernière. Concernant plus spécifiquement les préventions, puisque c'était le sujet que tu souhaitais aborder, c'est ce qu'on appelle le mandat ad hoc et la conciliation. Ces procédures restent bien évidemment ouvertes, mais au lieu de rencontrer le président du tribunal de commerce ou celui qui est délégué à ce sujet, ce sont des consultations qui sont faites téléphoniquement. Alors, en ce qui concerne la conciliation et le mandat ad hoc, l'idée c'est quoi? C'est vous n'êtes pas encore en état de cessation de paiement, votre société a des difficultés, vous pensez que vous pouvez trouver un terrain, je dirais, d'engagement et, je dirais, préférable avec certains créanciers. Ce mandat ad hoc vous permet, sous la protection du tribunal, avec les organes du tribunal, avec l'intermédiaire de votre avocat, de votre expert comptable, mais également aussi d'un mandataire ad hoc, donc ex-administrateur judiciaire,
d'aller discuter avec certains créanciers que vous aurez identifiés pour trouver des modalités d'apurement de ces dettes. C'est l'intérêt du mandat ad hoc. En règle générale, on le transforme, puisque le mandat ad hoc n'est pas limité dans le temps. S'il est renouvelé tous les 3 mois en présence du président. Si c'est trop clair, pas assez clair, tu me dis. On est dans une logique de remuer tout ce qui est possible, et puis toutes les questions qui viennent, on les traitera. On mettra une permanence de Martine, justement, pour répondre. De 22h à 5h du mat', on mettra Martine pour répondre à toutes les questions. Avec le micro ouvert, donc. Exactement. Plus simplifié, pardon. Le mandat ad hoc, vous avez une difficulté, vous n'êtes pas en cessation de paiement, vous avez identifié certains créanciers, ou vous avez une possibilité peut-être de revendre une partie de votre actif. On ouvre un mandat, tous les 3 mois, on revient voir le président, et au bout du bout, on essaie de trouver un terrain d'entente. En règle générale, lorsqu'on a des banquiers en face, on va transformer ce mandat ad hoc en conciliation, puisqu'on va avoir un jugement qu'on va faire homologuer par le tribunal, et ça apparaîtra sur votre infogreffe lorsqu'on verra que vous avez négocié avec certains créanciers. Ce sont des procédures confidentielles. Vous êtes sous la protection du tribunal. Vous êtes avec des organes, avocats, experts comptables, mandataires ad hoc qui sont là pour aider l'entreprise pour sortir d'une difficulté avec certains créanciers. Voilà. Bien évidemment, on peut mettre après tous les créanciers, mais ça n'a pas forcément un intérêt. Vous pouvez avoir une difficulté avec un gros donneur d'ordre, un gros fournisseur. C'est l'intérêt de ces préventions, qui encore une fois sont des préventions amiables. Donc on est avant la cessation des paiements, c'est-à-dire qu'avec l'argent qui rentre, je ne suis pas en mesure de payer les factures qui arrivent. C'est ça la cessation de paiement. Ok, merci Mathieu. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à GAS, au groupe d'action et de soutien, ou tu voulais, Avec Marie-Laure et Martine, bien évidemment, on est à votre disposition. On essaie de répondre au mieux. Parce que nous aussi, on essaie de travailler pour nos entreprises, parce que nous aussi, on est chef d'entreprise, un avocat et un expert comptable, ça reste un chef d'entreprise avec des équipes, mais on fait au mieux. Voilà. Et on est à vos côtés, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Merci Mathieu. Il y a un point qui est super important. On vous envoie pas mal de questionnaires. Alors, ça fait beaucoup de mails, j'en suis désolé, mais ça nous permet de suivre très précisément l'évolution. On nous envoie régulièrement les questionnaires. Excusez-moi, pardon. Oui. Je m'excuse, excusez-moi. Concernant ce qui a été dit hier par le président de la République et ce matin par Bruno Le Maire, il serait envisageable et envisagé que tous ces dispositifs arrive aussi sur les sociétés qui sont en redressement et en sauvegarde, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ça voudrait dire aussi que toutes les sociétés qui sont en sous-capitalisation seraient également éligibles. Qu'est-ce qu'une société en sous-capitalisation? C'est une société qui a ses capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Jusqu'à présent, toutes ces sociétés étaient exclues du fonds, enfin du prêt, parce que c'était considéré par l'Union européenne comme des subventions et donc, du coup, les sociétés n'étaient pas éligibles. On reviendrait là-dessus. Ça voudrait dire que pratiquement toutes les sociétés, du coup, seraient éligibles. Ce qui est vraiment une avancée considérable si c'était le cas. Ok. Bon, ça, c'est un véritable sujet, parce qu'elles avaient théoriquement droit à des aides, et puis toute société qui sort de redressement judiciaire, parmi ces caractéristiques, il y a justement le fait d'avoir soit des fonds propres, parfois même, soyons fous, négatifs, soit en tout cas inférieurs à plus de la moitié du capital, ce qui, au regard du Code du commerce, rend obligatoire normalement une procédure s'il n'y a pas de recapitalisation, de liquidation, je crois, dans les 30 ou 45 jours, je n'ai plus de mémoire, en fait, c'est quelque chose d'assez normalement drastique. Est-ce que tu as terminé là-dessus? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, c'est tout. Désolé. Merci, Président. Merci. Oui, il y a un point important sur les questionnaires. Si vous voulez prendre 5 minutes pour nous tenir informés régulièrement de l'avancée des choses, c'est une vision beaucoup plus globale, plus statistique, notamment sur les PGE, notamment sur un grand nombre de choses, parce que, voilà, Nicolas est en train de le faire apparaître. L'idée, elle est que il y a les remontées que l'on fait. Chaque remontée que l'on fait sont soigneusement notées et analysées au sein de l'organisation. Mais souvent, la Banque de France, la préfecture, la région peuvent nous demander des éléments concrets de réponse, ou avec des noms ou des choses comme ça. Et donc, je pense qu'il est important de prendre en considération que sans données tangibles et régulières, on sera parfois pas en capacité de porter des choses. Quand on nous a dit, un grand nombre d'entre vous nous ont dit, on a du mal avec les PGE ou on a du mal avec les difficultés,
on a du mal, pardon, oui, on a des difficultés avec un certain nombre d'aides, où il y a des choses qui ne viennent pas, on nous conditionne les choses, ou des banques parfois nous accordent pas tel élément sur la base de texte qui n'existe pas. C'est un véritable, pour nous, crève-cœur, puisqu'on ne peut pas apporter d'éléments de réponse à court terme. Donc je pense qu'il est important que régulièrement, intervalle, je crois que c'est hebdomadaire ou bi-hebdo. C'est hebdo. D'accord. Vous puissiez apporter des réponses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vois beaucoup de questions d'un grand nombre de personnes, et j'en reconnais dans des adhérents, qui s'agacent d'un certain nombre de déclarations de ministres, certains disant qu'il y a des efforts qui sont faits alors que ça vient de l'entreprise, des choses comme ça. Enfin, je sais, c'est assez diffus. Bon, moi, je n'ai pas de leçons à donner, mais je veux juste vous dire une chose, c'est que regardons plutôt les textes, regardons les aides, regardons comment on peut évoluer. Laissons faire de la politique aux ministres qui doivent parler à des gens qui sont entrepreneurs, mais aussi doivent parler à des gens qui considèrent que les entreprises sont trop choyées ou sont trop soutenues. Restons la tête froide et focalisons-nous sur finalement les plus grosses difficultés. Les plus grosses difficultés, il faut le dire sans détour, elles viennent devant, elles ne sont pas derrière. C'est-à-dire que le confinement, c'est une chose, ça a un peu gelé et congelé l'activité, mais en réalité, c'est quand on va devoir un peu se réveiller et réattaquer, où là, on n'aura peut-être pas la demande qui sera au niveau de nos espérances, où là, on va se retrouver à faire tourner des boutiques, des entreprises au sens large du terme, sans forcément avoir les carnets de commandes, cette expression me fait beaucoup rire, les carnets de commandes pleins. Et donc, il faudra arbitrer un certain nombre de choses. Et je pense qu'il est important de pouvoir être focus sur filière par filière. Et ça, je sais que la région est attentive puisqu'elle nous a même consulté. Elle a consulté également les organisations, l'ensemble des organisations patronales et les consulaires pour pouvoir faire des propositions concrètes sur les filières qui auraient éventuellement, sinon à sauver, en tout cas sur lesquelles il faudrait être particulièrement attentif. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Je disais, pardon, excusez-moi, en même temps, plusieurs questions pour terminer proprement là-dessus. Oui, la bonne nouvelle, c'est que le président Laurent Granel, le président du tribunal de commerce, interviendra lors de notre prochain webinar, qui aura lieu normalement lundi, c'est ça, Nicolas? Lundi prochain, à lundi 10h. prochain, et qui viendra, le cas échéant, apporter tous les éléments, toutes les questions, et vous êtes un grand nombre à nous les poser. Je vois, merci Michel Darius, le président de CPME 82, qui est là et qui nous dit qu'il est important de rappeler la notion de confidentialité des mandats ad hoc et de la conciliation, notamment vis-à-vis des banques. Ça, notre grand avocat Mathieu Widman, par modestie probablement, ne l'a pas dit, j'aurais dû le dire, mais là il vaut mieux qu'il ne trouve pas le bouton du micro, sinon il va manquer irlandais. Donc si tu veux dire quelque chose, Mathieu, sur ce sujet? Sur quoi ça a coupé. Sur la confidentialité des mandats ad hoc et la conciliation, notamment vis-à-vis des banques. À moins que ces dernières soient concernées par la notion de négociation. Non, c'est oui, il y a confidentialité. Après, je vois pas ce que je peux rajouter. Bon. Pour vous donner une idée, la confidentialité, on est reçu directement dans le bureau du président ou dans celui qui est délégué. À une époque même, on a été convoqué à une autre adresse que le tribunal de commerce. Oui, c'est vrai, c'est important de le dire. On n'est jamais, l'avocat n'est pas en robe, le président non plus, ou son délégué, voilà. Bon. C'est une discussion normale. Bon, très bien. Merci Mathieu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Il y a un grand nombre de questions. Je suis désolé, on n'a pas pu répondre à tous et je ne suis pas assez fort pour parler et lire en même temps tout. Je pense qu'il sera important. Il y a beaucoup de questions qui viennent sur cette fameuse aide sur les indépendants du CPSTI. Donc là, on se rapprochera de notre présidente nationale, Sophie Duprez, et notre président d'Occitanie, Philippe Barthès, pour récupérer l'ensemble des informations nécessaires à une bonne exécution et une bonne attente. Le principe général, c'est qu'on attend. On n'a pas de demande à faire, si ce n'est à fournir un numéro de RIB, ce qui est quand même une bonne nouvelle, si on n'a que le RIB à fournir. Ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, par rapport à l'intervention de Nadia Pelfig, on va noter l'ensemble des questions et on lui transmettra, si on n'est pas en capacité de répondre, l'ensemble des questions que vous posez. Sinon, on y apportera des réponses et on fera le lien également sur le site de la région et l'ensemble des numéros de téléphone qui ont donné, parce que c'est ainsi.
mais il y a un grand nombre d'intervenants, comme Martine l'a dit, il y a beaucoup d'aides, et donc il y a beaucoup de numéros de téléphone, et ça c'est quelque chose, beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de dossiers, etc. Donc il faut être assez attentif sur l'ensemble des choses qui sont mises en œuvre. Et je pense qu'il faudra revenir toutes les semaines, parce que ça va être une question importante, le PGE et le chômage partiel. Donc, si selon leur disponibilité, Martine et Marie-Laure et bien évidemment Mathieu seront disponibles la semaine prochaine, si tel est leur désir, à 10h lundi, ou donne rendez-vous. Il y a Marie-Laure, peut-être on aurait pu dire aussi, j'ai vu passer un tweet, mais j'ai cru comprendre que le tweet de Muriel Pénicaud était dans l'échelle des valeurs en haut de pyramide, ce formidable dessin que Raphaël Madar a mis sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Elle fait référence au fait que les VRP ainsi qu'un certain nombre d'autres métiers qui, par le passé, n'étaient pas inclus dans le chômage partiel, le sont désormais. Est-ce que c'est simplement un tweet qui vient donc au-dessus de la Constitution, au-dessus de tous les textes européens, ou est-ce que c'est quelque chose qui a fait l'objet d'un arrêté, d'un décret, je ne saurais dire? Ben, c'est pas fini? Ben non, ça c'est Martine. Tu vois, quand je disais que Martine ne sait pas utiliser le micro. Bon, on n'aura pas notre... Mathieu, tu as des réponses là-dessus à nous fournir ou pas? Est-ce que je vois que n'est plus connecté Marie-Laure? Ouais. Ouais. Bon, on verra. Ça, c'est un sujet qui est à développer, qu'on mettra sur le site. Merci à... Samuel, oui. On a un petit sondage à faire à vous communiquer sur jugez-vous les mesures de soutien suffisantes. Un petit sondage interactif. N'hésitez pas à répondre, ça va prendre 10 secondes. Voilà, c'est pour faire un petit point, un tas de lieux sur... Bon, je vois que ça répond rapidement. Rappelez donc, après aussi tout ce qui est numéro GAS, contact@cpme31.fr pour solliciter la commission, ou 05 62 26 75 13. N'hésitez pas à nous solliciter. Prochain rendez-vous, tu l'as dit, c'est lundi prochain à 10h. Donc, tout ce qui est invité vous sera bien sûr précisé. Il y aura déjà le président du tribunal de commerce de Toulouse, Laurent Granel. Tout à fait. A priori, aussi peut-être M. Jean-Luc Moudenc, qui viendra nous parler aussi des dispositifs mis en place par Toulouse, Toulouse Métropole. Donc, voilà. Tu souhaites rajouter des choses? Non, on va clôturer. On est dans le timing. On va pour une fois, on va le respecter. Est-ce que Nadia, j'ai vu que tu étais restée en ligne, mais je sais que tu étais en meeting. Est-ce que tu as des disponibilités pour faire un petit mot de la fin, si tu le veux? Alors, merci. Non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt dans l'ensemble de vos intervenants. Non, peut-être vous redonner le site de la région. Je sais qu'il y a beaucoup de documents ressources, c'est assez compliqué, mais celui qui sera le plus performant pour les entrepreneurs et vos adhérents, c'est Hub Entreprendre, donc HUB entreprendre.laregion.fr, pour lequel, pour beaucoup de dispositifs, vous trouverez des possibilités de dépôt en ligne. D'ores et déjà, et où vous retrouverez l'ensemble des numéros ressources, numéros verts gratuits que vous pouvez appeler, que ce soit pour le soutien à la formation, pour l'accès aux différents dispositifs, et vous dire que oui, c'est extrêmement important pour nous que d'abord vos retours sur le positionnement des filières pour qu'on puisse positionner de nouveaux dispositifs et les faire sur mesure le plus possible. Nous avons un prochain rendez-vous de commission permanente en juin, puis en juillet, pour affiner des dispositifs qui seront nécessaires à la reprise économique. Donc, d'ici là, faisons en sorte de tenir et donc n'hésitez pas à solliciter les différentes aides que nous abondons régulièrement, puisque nous sommes rapidement passés de 5 millions d'abord avant le confinement à 250 millions d'euros à ce jour pour pouvoir venir en soutien de notre tissu territorial. Merci Nadia Pelfig, merci toi du temps que tu nous as consacré. On fera un point, alors les délais sont contraints, puisque pour fournir les quantités besoin de masques, c'est demain Nadia, ton micro qui n'est pas coupé. Et il y a un point qui est important, c'est le besoin en masque. Donc, on va essayer de voir comment, sans faire doublon, sans venir se télescoper avec l'ensemble des formidables
récupération d'informations qui sont données. J'étais troublé par la réponse du sondage. À 58%, vous jugez que les mesures de soutien sont suffisantes et à 42%, vous considérez que non. 58%, c'est un très, très, très joli score. Signe qu'il y a quand même des choses qui sont faites, mais qui ne présument rien des difficultés que nous allons rencontrer. Donc, c'est est-ce que les mesures de soutien sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont présentes? C'est incontestablement, elles sont présentes, et on verra dans quelle mesure elles présideront à la poursuite de nos activités respectives. Pour les masques, donc, on va essayer de voir comment on peut récupérer les informations et les envoyer à la région qui sera le hub global de récupération de ces données-là, et voir comment on pourra assurer une livraison et une fourniture de ces matériels de protection individuelle à l'ensemble de nos collaborateurs et à nous-mêmes. Sur ce, il est l'heure de se quitter. Je vous remercie à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci, au revoir.